Bienvenue à toutes et tous. Je suis ravie d'être ici. Donc, pour me présenter rapidement, j'ai un doctorat en psychologie cognitive. Je suis spécialisée en expérience utilisateur et ça fait plus de 12 ans maintenant que je travaille dans le jeu vidéo. Donc, j'ai travaillé chez Ubisoft, au tout début au siège. Après, j'ai été chez Ubisoft à Montréal où j'ai travaillé avec les playtests et ensuite j'ai travaillé surtout sur la franchise euh, Rainbow Six. Et après, j'ai travaillé chez LucasArts, où j'ai travaillé sur la franchise Star Wars, et jusqu'à 2013, où Lucas a été fermé par Disney. Et ensuite, j'ai commencé à aller chez Epic Games, où je suis devenue directrice UX chez Epic, où j'ai travaillé au niveau studio. Donc, j'étais directrice UX au niveau studio. J'ai travaillé sur pas mal de projets, y compris Unreal Engine. Et j'ai travaillé aussi beaucoup avec, bien sûr, Fortnite. J'ai quitté Epic fin 2017, en octobre 2017. Et depuis, je travaille en indépendant. Et voilà, donc c'est à peu près ce que je fais. Donc maintenant, je fais pas mal de conférences et de formations un peu de par le monde pour, pour parler de toutes ces notions du UX et comment améliorer l'approche UX dans les jeux vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'éthique et on va un petit peu, j'ai un petit peu présenté l'ensemble de ce que j'ai fait. Je vais essayer d'aller assez vite pour faire ça, pour que je puisse répondre aux questions et aussi qu'on puisse attaquer les questions d'éthique. Alors, il me semble que vous avez déjà eu ces éléments-là. Donc, je pense que je vais aller assez vite, mais si jamais je vais un peu vite, un peu trop vite, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de ralentir. Mais comme ça, on pourra quand même prendre plus de temps pour parler des questions d'éthique. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire maintenant, sinon je vais démarrer. Alors, les jeux vidéo sont très intéressants parce que c'est une forme d'art qui est interactive. C'est quelque chose qu'on oublie parfois quand dans les discussions, il y a beaucoup de gens qui oublient que les jeux vidéo sont une forme d'art. Mais la grosse différence par rapport au cinéma ou à la littérature ou à d'autres formes d'art, c'est qu'on a besoin de l'input des joueurs, dans le cas des jeux vidéo. Donc, c'est un petit peu différent dans la mesure où si les joueurs ne comprennent pas ce qui se passe, forcément, il va y avoir un petit problème s'ils ne vont pas pouvoir consommer le jeu, ils ne vont pas pouvoir voir ce qui se passe dans le jeu. Alors que dans un film, par exemple, même si on ne comprend pas ce qui se passe, on peut toujours, on reste devant et puis ça se déroule. Alors que dans un jeu vidéo, si on ne comprend pas ce qui se passe, si on n'appuie pas sur les bons boutons ou si on est confus par une interface qui n'est pas claire, on ne va pas pouvoir accéder au contenu du jeu. Donc, c'est ça qui rend le jeu intéressant, mais c'est ça aussi qui fait que le jeu vidéo a des challenges un peu spécifiques liés à l'input des joueurs. Donc, ça, c'est des choses que vous connaissez, donc j'allais très vite. Mais quand on parle d'expérience utilisateur, l'idée, c'est qu'on va essayer d'anticiper comment les joueurs, dans notre cas, vont comprendre le système, quel est le modèle mental qu'ils vont développer avec le système. Et ce qu'on essaie de faire, c'est qu'il y ait que le modèle mental que les joueurs vont avoir correspond bien à celui que les développeurs ont eu l'intention de donner. Alors, quand je dis développeurs ici, je vais vraiment parler de toutes les personnes qui développent un jeu vidéo. Je ne parle pas juste des programmeurs. Et donc, nous, en tant que concepteurs, conceptrices, on va avoir un certain modèle mental quand on va concevoir le jeu et on veut s'assurer qu'une fois que le jeu est sorti et que les joueurs interagissent avec l'image, ce qu'on appelle l'image du système, ils vont avoir le modèle mental, ils vont avoir l'expérience que l'on leur souhaite. On parle souvent de design, les UX designers, on a tendance à parler on va designer une expérience. Une expérience ne peut pas se designer dans la mesure où l'expérience, c'est ce qui se passe dans le cerveau des joueurs.
Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, ce n'est pas quelque chose qu'on peut designer, mais par contre, on va designer le système autour et on va designer un environnement et on va espérer, par l'environnement qu'on a designé, que les joueurs vont avoir une certaine expérience. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire, évidemment. Donc, ces notions viennent de Donald Norman. Et ici, je vais surtout parler de l'expérience utilisateur quand les joueurs interagissent avec le système lui-même. Mais quand on parle d'expérience utilisateur, surtout Donald Norman, c'est lui qui a popularisé ce terme. Justement, il a utilisé ce terme pour qu'on prenne en compte l'ensemble de l'expérience des utilisateurs à partir de la première fois où on entend parler de cet élément, de ce jeu ou de ce produit jusque, je ne sais pas, elle rentre en relation avec le service consommateur ou dans le cas des jeux vidéo avec les community managers. Donc, c'est vraiment tout ça, hein, quand on parle d'expérience utilisateur. On a aussi tendance un peu à l'oublier. On parle de tout cet ensemble-là. Mais moi, ici, je vais surtout parler de l'expérience quand on interagit avec le système lui-même. Donc, pour ça, on a besoin de connaissances en sciences cognitives. Ça va être la première partie. Donc, c'est là où je vais aller un petit peu vite parce que normalement, il me semble que vous avez déjà eu pas mal de ces notions. Je crois aussi dans beaucoup de mes conférences, donc vous pourrez revoir ça. Mais quand on a une expérience avec un système ou un produit, ça se passe dans notre cerveau. Donc, c'est très important d'avoir des notions, en tout cas, de sciences cognitives, afin de pouvoir appréhender ces choses et pour anticiper comment les personnes vont interagir avec le système ou comprendre ces éléments-là. J'espère que vous êtes toujours avec moi, parce que là, je viens d'avoir un message comme quoi mon Internet est un petit peu... Pourquoi j'arrive pas à avoir de... Ouais, vous m'entendez toujours bien? Ça va à peu près ou... Ça va, on a Ok, bon, super. un peu différent, mais ça va. Ok, tant mieux. Donc, quand on appréhende un système, ça se passe avec nos sens, hein, évidemment. Et donc, le premier élément, c'est la perception. Donc, on perçoit des éléments autour de nous et c'est par là qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, on va traiter l'information qui nous vient de nos sens. Et ensuite, si on la mémorise, on va apprendre quelque chose de nouveau. Et donc, dans ce cas-là, ça va changer vraiment quelque chose dans notre mémoire, changer les connexions synaptiques, parce que le cerveau n'est pas quelque chose de fixe, de figé. On a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Notre cerveau est tout le temps en train de changer, de s'adapter à notre environnement. Et évidemment, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu entre la perception et la mémoire, et notamment l'attention, le nombre de ressources attentionnelles qu'on va donner à un élément va avoir un énorme impact sur la qualité du traitement de cette information et donc du coup de la qualité de la rétention en mémoire. Donc, le cerveau a pas mal de compétences et de bonnes performances, mais aussi beaucoup de limites. Et donc, je vais juste vous montrer quelques limites en termes de perception, de mémoire et d'attention afin de comprendre un petit peu ce qui se passe. Gardez en tête que ce schéma-là est extrêmement simplifié. Le cerveau est très, très complexe. Et évidemment, ici, je vous donne que des éléments très, très simplifiés. Donc pour la perception, si vous regardez cette image-là et que vous essayez de la percevoir, certains d'entre vous vont tout de suite reconnaître les personnages de Street Fighter, mais d'autres personnes qui soit n'ont pas forcément joué à ce jeu-là ou ne le connaissent pas forcément bien, ou d'autres qui ne connaissent pas du tout ce jeu vidéo vont soit voir des personnages lambda, soit parfois les réponses que j'ai, c'est de l'ADN ou des blocs de Lego ou des tapis. Parfois, j'ai ce genre de réponses. Et si vous avez une c'est le cas d'à peu près 8% de la population de sexe masculin, vous êtes exclu de mon exemple ici. Ça, c'est toujours important de réfléchir à comment un design va exclure certaines personnes. Un design va forcément exclure certaines personnes, et donc l'idée, c'est quand même de retirer le plus de barrières qui sont inutiles pour inclure le plus de personnes possible. Donc, la perception est subjective. Ce n'est pas quelque chose
on ne perçoit pas le monde tel qu'il est, mais on va construire le monde. La perception est une construction de notre cerveau. Donc, il faut bien prendre en compte que ce n'est pas parce que nous, on perçoit qu'une icône, qu'un personnage, qu'un environnement est intuitif que ça va être le cas pour d'autres personnes, y compris si notre cible, si on pense qu'elle nous ressemble pas mal. Donc ça, c'est très important de se le rappeler quand on fait des jeux ou quand on conçoit éléments. Et c'est pour ça que l'on teste. Donc ça, c'est un exemple dans Fortnite. En 2013, on avait cette icône-là pour représenter les pièges, mais il y avait pas mal de joueurs qui ne percevaient pas ça tel quel, qui pensaient que c'était soit des munitions, soit des arbres, donc quelque chose qui était lié au building. Et donc, on a dû itérer dessus afin que l'icône représente bien les pièges. Donc, on utilise ce qu'on appelle un archétype, comme ici. Donc, ça, c'est un piège à loup, à ours, je ne sais plus comment on dit en français, même s'il n'y a pas de piège à loup, je crois que c'est en français, piège à loup, ça représente bien cette catégorie des pièges et donc du coup, les joueurs n'avaient plus de confusion avec ça. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important de play-tester notre jeu. Alors, pas seulement sur le UI, hein, pas seulement sur l'interface, parce qu'encore une fois, l'expérience utilisateur, ça comprend tout et la personne comprend tout. Donc, c'est la perception des sons, la perception des informations visuelles, donc que ce soit des icônes comme l'environnement ou le caractère design. C'est pour ça que c'est toujours très important de play-tester, de tester ce que l'on fait pour surtout les éléments les plus importants pour les joueurs afin de vérifier que c'est bien ça que les joueurs perçoivent. Maintenant, si vous réfléchissez, si je vous demande de vous rappeler quelle est la position du penseur de Rodin, sur quelle jambe repose quel bras du penseur. Donc, essayez de faire ce petit jeu-là si vous n'avez pas déjà vu dans mes conférences la réponse. Essayez de vous rappeler sur quelle jambe se repose quel bras. Et donc, si je vous montre la réponse, en général, on ne se rappelle jamais de la position exacte. On sait que bon, il a une position à peu près comme ça, mais on ne sait pas exactement comment sont ses bras. Et en l'occurrence, il a les deux bras sur la jambe gauche, et ça, c'est pas quelque chose dont on se rappelle. Et ça, c'est parce que la mémoire est très faillible. On n'a pas une mémoire très précise. On ne mémorise pas des choses de notre environnement, comme on ne fait pas comment on appelle ça, on ne prend pas des photos et on range pas ces photos quelque part et quand on a besoin de s'en rappeler, hop, on le ramène en mémoire. C'est pas du tout ce qui se passe. La perception est une construction du cerveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La mémoire est un souvenir. Désolé, Célia, on a un petit freeze. On est en train de te perdre. Un petit freeze. Oui, tu disais la mémoire et on s'est arrêté là. Tu parlais sur de représentation. Attends, ça a encore frisé. Tu peux peut-être désactiver un temps ta caméra. Ouais, ok, je vais faire ça. Ah, on est arrivé sur quelque chose de mieux. Vous m'entendez là? Ouais, on t'entend. Ok, alors je vais désactiver la caméra. Et là, vous avez toujours le... Je suis Et non, toujours en partage ou pas? non, on a perdu ton écran. On a perdu l'écran. Ah, je suis désolée. Je suis désolée avec ça. C'est un peu... On va s'en sortir, pas de souci. On va... Écoute. On essaie comme on peut. Sinon, si vraiment c'est trop pénible, hein, avec plaisir, je referai une session. Moi, je vais retourner chez moi dans 2 semaines. Là, je suis en France. Et si jamais il y a besoin de refaire une session de rattrapage ou de répondre à des questions, il n'y a pas de souci, on se refera ça. Sans problème. En tout cas, là, ça me paraît beaucoup plus fluide. Ok, super. Donc, notre mémoire est faillible dans la mesure où donc la perception est une construction du cerveau, la mémoire est une reconstruction.
On ne prend pas des photos qu'on va ranger quelque part dans notre cerveau et quand on doit s'en rappeler, hop, on ramène ça dans notre conscience. Pas du tout comment ça se passe dans le cerveau. La mémoire est extrêmement complexe, mais surtout, quand on se rappelle quelque chose, c'est une reconstruction. Donc, on va perdre en précision et on ne va pas se rappeler des choses de la façon dont on les a encodées, c'est-à-dire la façon dont on a traité l'information au départ. Donc, il peut y avoir beaucoup de pertes de précision. Et donc, on ne peut pas trop se fier sur la mémoire des utilisateurs. Et en plus de ça, on va perdre beaucoup d'informations. La courbe de l'oubli, vous avez dû voir ça, elle est assez intense. Donc déjà, on oublie beaucoup de choses et ce dont on se rappelle ne va pas forcément être très précis. Donc c'est pour ça que dans les jeux vidéo, on va tenter de réduire la charge, la charge mnésique. Parce qu'un jeu vidéo, c'est une expérience typiquement qu'on a au bout de plusieurs jours, voire semaines, mois ou années. Et donc, il y a forcément des informations que les joueurs vont perdre ou ne pas bien se rappeler. Donc, on essaie de minimiser ça en donnant des informations toujours à l'écran. Donc, c'est l'intérêt du HUD, du HUD, donc le Heads Up Display, où les joueurs ont tout le temps les informations à l'écran, ou à chaque fois que les joueurs s'approchent dans Fortnite pour ouvrir un coffre, on va avoir un pop-up qui leur explique sur quelle touche appuyer. Donc, ça, ce sont des informations que les joueurs n'ont pas besoin de. Un autre exemple, c'est si les joueurs veulent crafter quelque chose, ils n'ont pas besoin de se rappeler quel est le nom de ce qu'ils veulent crafter, ce qui leur manque, ils peuvent épingler cette information sur le HUD et ensuite juste se concentrer sur leurs objectifs. Alors, un dernier petit jeu dont je vais vous montrer des cartes. Choisissez une carte, essayez de vous la rappeler le plus précisément possible, ça va aller assez vite. Donc, choisissez une carte et rappelez-vous-en le plus précisément possible. Je vais deviner quelque chose et la faire disparaître. Donc, j'espère que ça a marché pour vous, qu'il n'y a pas eu de glitch pour ce petit jeu. Si ça a marché pour vous et que vous vous demandez ce qui s'est passé, c'est pas de la magie noire. En fait, j'ai simplement changé toutes les cartes. Et c'est quelque chose que je peux faire assez facilement. En magie, c'est ce que les magiciens font beaucoup. C'est ce qu'on appelle en magie, en anglais, ils appellent ça la misdirection. Donc, on redirige l'attention vers quelque chose. Et puis, les magiciens, c'est comme ça qu'ils arrivent à nous faire croire que des choses ont changé, ont disparu ou ont apparu. En psychologie, ce phénomène très connu, ça s'appelle la cécité au changement, ou change blindness en anglais. Quand on se focalise sur une information, le cerveau, ça marche comme un filtre. En fait, on se focalise sur une, voire deux maximum informations. Et donc, le reste va vraiment être dans le noir. On va filtrer, on va dégager en fait toutes les informations qui peuvent nous distraire. Et donc, c'est comme ça qui peuvent complètement passer à la trappe. Et donc, dans les jeux vidéo, il faut vraiment se rappeler que les ressources attentionnelles des êtres humains sont vraiment très, très limitées. Et donc, on ne peut pas non plus se reposer trop sur ça. Alors, même s'il y a beaucoup de jeux d'action où on va solliciter l'attention beaucoup, il faut quand même se rappeler que il y a énormément d'informations à traiter en même temps que dans un jeu vidéo d'action. Il faut viser, il faut éviter des obstacles, il faut peut-être aller sauver quelqu'un, regarder nos ressources en termes de munitions, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à traiter, beaucoup d'informations à traiter en même temps. Ça peut être très difficile pour le cerveau et donc il faut faire attention à ça. Donc, il y a cette vidéo, je ne sais pas si ça va passer, où je montre quelque chose à ne pas faire. Et ça, c'est des questions de handboarding, c'est-à-dire que quand les joueurs apprennent à jouer à un jeu vidéo, c'est encore plus lourd en ressources attentionnelles parce qu'on ne connaît pas encore l'environnement. Donc, même si on est habitué à jouer à des FPS ou des jeux d'action ou des RPG, on a quand même énormément de choses à apprendre quand on démarre un nouveau jeu. Donc, les contrôles, les objectifs, l'histoire, etc. Donc, ça va vraiment nous prendre beaucoup de ressources attentionnelles. Et c'est pour ça que dans les situations de handboarding, en début d'expérience, il faut vraiment faire attention à ne pas trop surcharger l'attention des gens, notamment quand on leur passe une information qui est vraiment importante pour le jeu. Donc, c'est ce qu'on appelle les tutoriels. En général, je préfère parler de handboarding où on leur apprend les mécaniques, les contrôles, les objectifs. Donc, il faut éviter de passer une information qui est importante à un moment où il y a plein de trucs qui se passent en même temps. Donc, ça, c'est un exemple à ne pas faire dans Fortnite. C'est tiré d'un playtest où
joueurs apprennent à comment se soigner à un moment où ils sont en train d'être heurtés. Donc, hop, ça flash sur leur HUD. Ils ont une information, ah, tu as été blessé, utilise une potion pour te soigner. À l'époque, c'était des potions, c'est plus le cas aujourd'hui dans Fortnite. Ça, typiquement, quand on a fait un playtest, la plupart des joueurs, qui étaient pourtant hardcore, hein, qui avaient l'habitude d'avoir leur attention sollicitée dans les jeux, n'ont même pas vu qu'il y avait une information qui était donnée sur l'écran. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte, il faut faire attention à ça. Et encore, bien sûr, il y a plein de jeux qui vont solliciter l'attention, mais il faut bien doser ça et surtout pas donner des informations importantes à un moment où les joueurs ne peuvent pas vraiment traiter cette information parce qu'ils sont focalisés sur autre chose. Donc, voilà, donc en gros, la perception est subjective, les ressources attentionnelles sont vraiment limitées et notre mémoire est faillible. Tout ça, ce sont les limites de notre cerveau qu'il faut prendre en compte quand on chose, et encore plus pour un jeu vidéo. Et un jeu vidéo, bien sûr, on ne va pas retirer toutes les frictions. Un jeu vidéo peut challenger la perception, bien sûr. C'est le cas, par exemple, de Monument Valley. Il y a beaucoup de jeux d'action qui vont challenger l'attention. La plupart des jeux challengent l'attention parce qu'on doit traiter de l'information, quoi qu'il arrive. Il y a des jeux aussi qui challengent la mémoire, mais ce qui est important, de mettre les challenges là où on veut les mettre et ne pas rajouter des frictions, ne pas rajouter des barrières qui ne sont pas par design, qui ne sont pas intentionnelles. Donc voilà, donc quand on fait un jeu vidéo, on prend en compte ces performances et ces limites du cerveau pour faire des tours de magie, pour faire en sorte que les joueurs vraiment se projettent dans le jeu et qu'ils aient ce qu'on appelle en anglais le suspension of disbelief, c'est-à-dire qu'ils croient à l'univers, à l'environnement du jeu vidéo. Donc, je vous ai parlé de Monument Valley. Donc ça, c'est un exemple où voilà, on défie les lois de la physique et les joueurs se prennent au jeu et y croient. Donc ce jeu est inspiré par l'univers de MC Escher, c'est un très beau jeu. Mais voilà, c'est ça qu'on fait quand on fait un jeu vidéo. On veut que les joueurs croient à l'univers qu'on leur donne, et donc on utilise ces éléments-là pour faire des tours de magie. Et donc, quand on parle d'expérience utilisateur, il y a deux grands piliers qui nous intéressent. C'est l'utilisabilité et ce que j'appelle moi l'engageabilité. Donc l'utilisabilité, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de friction pour utiliser le jeu en tant que tel. Donc ça, c'est des notions qui sont très connues en UX, hein, bien évidemment. Donc il y a les heuristiques qui ont été développées par Jacob Nielsen, par exemple, que j'ai repris en changeant un petit peu deux, trois petites choses afin de communiquer plus facilement au sein de l'industrie du jeu vidéo qui n'utilise pas, qui ne connaît pas encore bien les notions du UX, malheureusement. Et donc, l'idée, c'était vraiment plus de développer un vocabulaire commun. Donc, on essaie de s'assurer que les joueurs vont facilement prendre en main le jeu. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir, encore une fois, de friction, de barrière à la compréhension de ce qui se passe dans le jeu. Donc, les signes et feedbacks, c'est-à-dire on voit quelque chose dans le jeu, on comprend qu'on peut interagir avec son personnage ou on comprend qu'on peut interagir avec cet élément. Donc, ça, c'est tous les signes. Un signe, ça peut être évidemment quelque chose dans le UI, comme ça peut être un escalier. Si on voit un escalier, c'est un signe qu'on peut monter à l'étage. Et les feedbacks, c'est le retour du système sur ce que font les joueurs. Donc, les joueurs vont créer des inputs dans le système, donc on va appuyer sur des boutons. Et donc, le système de donner un retour sur ce que l'on fait pour que les joueurs comprennent ce qui se passe et justement puissent apprendre en jouant plutôt qu'en apprenant en lisant un manuel. Donc, tous ces signes et feedbacks doivent être clairs. La forme suit la fonction, c'est des notions que ce que les joueurs perçoivent, que ce soit visuellement ou auditivement, ça les aide à comprendre quelle est la fonctionnalité de ces éléments, comme l'exemple du piège dans Fortnite. Il faut que ce soit cohérent tout au long du jeu. Et aussi au sein d'une franchise ou au sein d'un genre de jeu. Hein. C'est bien de garder le même genre de contrôle d'un FPS à l'autre, parce que les gens sont habitués à un certain type de contrôle, donc ça garde une cohérence, ça permet de ne pas avoir à réapprendre quelque chose que les gens connaissaient déjà, donc ça permet de minimiser leur charge de travail. Et donc la charge de travail, c'est ce qu'on a parlé par exemple avec la charge mnésique ou la charge intentionnelle, donc on essaie de minimiser au maximum.
on essaie de prévenir l'erreur et aider les gens à récupérer d'une erreur, encore une fois, si ce n'est pas là où on veut challenger les joueurs. Et on s'assure que le jeu ait une bonne accessibilité. Et donc, vous avez toute une conférence autour de l'accessibilité. Donc, ça, ce sont des notions très importantes. Ça, c'est un exemple de Form Follows Function qui n'est pas par rapport à l'UI. Donc, on a pris l'exemple au début du piège dans Fortnite. Ça, c'est un exemple de Form Follows Function. La forme suit la fonction avec le caractère design. Dans Mario, par exemple, on comprend tout de suite, rien qu'en regardant les ennemis, comment ces ennemis peuvent être dangereux pour nous. Et notamment, par exemple, il y a des pics sur le dos, donc on comprend, on ne peut pas, si on saute dessus, il va nous blesser. Quand on regarde le squelette va être sur le point de nous jeter un os. Célia, donc on comprend que c'est un ennemi qui... Oui, ça a frisé. Célia, on t'a un petit peu perdu. Est-ce que tu pourrais reprendre la description des différents personnages? C'est à ce Oui, moment-là bien qu'on sûr. t'avait un petit peu perdu. Ok, bon, Merci. ça va, vous n'avez pas perdu grand-chose. C'était juste pour vous montrer que avec au icône, mais qui est lié au caractère design. En bas, avoir rien qu'en regardant ce personnage, vous comprenez pas comment le combattre. Vous savez que c'est pas en second dessus que vous allez le combattre. Et pareil, si vous lancez un os, donc vous comprenez que cet ennemi peut être dangereux pour vous à distance. Alors que la fleur, a priori, elle ne va pas vous courir après, donc elle va être dangereuse pour vous que si vous sautez dessus, par exemple. Donc ça, c'est un exemple de la forme suit la fonction dans le caractère design. C'est pareil. Célia, on a pas mal de frises là. Peut-être que tu peux essayer de quitter et revenir. Est-ce que tu nous entends de ton côté? Alors, je vais pas réussir à comprendre ce que tu nous as dit, mais si potentiellement tu veux peut-être ressortir de la conférence et revenir, ça va peut-être remettre un petit peu à plat le Wi-Fi s'il est froissé et qui veut pas nous donner tout son débit. Et pour réexpliquer ce que Célia était en train de dire, c'était la forme sur la fonction par rapport au caractère design. Oui. Et donc elle expliquait par rapport aux différents types de personnages où on pouvait savoir sa distance d'action et la sécurité qu'on pouvait avoir en restant à distance ou non. Ça, encore une fois, c'est un exemple que vous pourriez retrouver dans la conférence qu'elle a fait au GameCamp, qui nous permet de nous projeter un petit peu sur l'usage qu'on pourrait avoir. Est-ce que tout va bien de votre côté pour le moment? N'hésitez pas à poser quelques questions si vous en avez. On pourra bien entendu les relayer à Célia et puis elle pourra nous répondre au pire. je suis revenue. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, ça va, j'espère que ça va tenir un peu mieux. Je suis avec ces problèmes d'Internet. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Ouais, on est toujours un peu au dépend de ça. Ben, ouais, jusqu'à présent, ça ne m'était pas arrivé, mais bon, voilà, il fallait que ça arrive. Est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais, c'est bon, c'est revenu. Et entre-temps, on a eu une petite question Bon de Vincent qui se oui, demandait une question d'accessibilité sur les couleurs de Street Fighter. Et oui, on a eu un petit saut à un moment, mais tu parlais des personnes qui étaient daltoniens, c'est ça, les 8% oui, des hommes oui. qui, Oui, et donc du coup, quand on parle d'accessibilité, mais il faut prendre en compte que tout le monde ne voit pas les couleurs de la maison. Et en termes
Notamment, il faut éviter de designer des choses qui ne peuvent se comprendre que si on reconnaît les couleurs de la façon que la personne qui a designé cet élément les perçoit. Donc, en général, on évite d'utiliser que les couleurs pour donner une information. On peut utiliser bien sûr la couleur, mais en la couplant avec, par exemple, une forme ou une texture. Oui, exactement. C'est une bonne recommandation. Je te laisse continuer. On croise les doigts. Ça va venir. OK. Et donc, du coup, pour la forme sur la fonction, vous avez pu entendre un peu tout le J'ai refait un petit rationnel sur... Ouais, OK. résumé, t'inquiète pas. OK, super. Ça, c'est un exemple dans l'environnement. God of War, c'est quand même un jeu assez, on va dire, qui cherche à être un peu réaliste. Cela dit, on voit très clairement où sont les endroits où on peut récupérer de la vie. C'est très évident. Et donc, on doit choisir un petit peu, quand on fait notre jeu, où est-ce qu'on veut mettre le challenge. Nintendo sont très forts pour ça. Ils vont vraiment donner aux joueurs toutes les informations dont ils ont besoin et ils vont challenger les joueurs que vraiment sur le platforming. À God of War, là aussi, c'est très clair visuellement. Au niveau de la forme, suit la fonction. Même si le jeu est magnifique et que ça cherche à avoir un certain réalisme visuel, là, pour le coup, on voit très, très bien où sont les endroits où on peut récupérer de la vie. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ce n'est pas là qu'on va challenger les joueurs. On ne va pas challenger les joueurs à trouver où sont les endroits où on peut récupérer de la vie. Ce n'est pas ça le challenge de God of War. Donc, c'est vraiment très important de définir où vous voulez placer le challenge dans votre jeu pour que toutes les choses où vous ne voulez pas challenger les joueurs, que ça soit vraiment évident pour éviter des frictions qui ne sont pas vraiment les frictions que vous voulez mettre dans votre jeu. C'est pour ça qu'il faut toujours bien définir quelles sont l'expérience, quels sont les piliers de votre jeu afin d'offrir l'expérience que vous souhaitez. Dans Fortnite, un autre exemple, il y a plein d'éléments visuels qui ne sont pas faciles à voir. Donc, quand j'ai démarré Fortnite, quand j'ai rejoint l'équipe en 2014, parce qu'il y avait beaucoup d'indications qui étaient en rouge. Et le rouge, c'est une bonne couleur parce que ça contraste bien en général avec l'environnement, mais c'est une couleur qui est bien de garder pour tout ce qui est vraiment très urgent à régler pour les joueurs. Donc, on va bientôt mourir ou on est en train d'obtenir des dommages. Or là, il y avait beaucoup trop d'informations qui étaient en rouge. Il y avait un gros visual effect quand on était en train de se faire taper dessus qui était rouge. Les ennemis avaient une barre de vie rouge. Donc il y avait un petit peu trop de trucs rouges. Et donc là, on a fait un petit clean-up. Donc là, vous voyez un peu le résultat en 2015 où la barre de vie des ennemis est passée orange. Orange, c'est toujours une couleur en tout cas qui signifie qu'on est en face d'ennemis, hein, c'est clairement pas friendly, mais en tout cas, ça ne va pas rentrer en compétition avec le rouge. Alors, encore une fois, là, il faut s'assurer que pour les personnes qui sont daltoniennes, que les couleurs puissent bien être distinguées. Mais en tout cas, essayez de garder le rouge. Alors après, ça dépend de votre jeu, hein, bien évidemment. En général, c'est bien de garder le rouge juste pour les choses vraiment urgentes. Là, le joueur se fait heurter et peut-être que dans des RPG, vous voulez garder en rouge le nombre de points de vie qui sont mangés. Donc voilà, donc encore une fois, il faut essayer de trier l'information. Il y a énormément d'informations que vous donnez à vos joueurs. Il va falloir les prioriser et vous rappeler quelle expérience vous voulez donner à votre joueur pour que les joueurs soient challengés là où vous voulez les challenger. Mais par contre, tout le reste, vous minimisez la charge de travail, vous aidez les joueurs à se repérer dans l'espace, à récupérer les items qu'ils ont besoin de récupérer, etc., etc. Pour que le challenge, déjà au niveau utilisabilité, ce soit beaucoup plus agréable pour les joueurs et qu'ils n'aient pas besoin de réfléchir et de se prendre la tête à comprendre l'environnement juste pour se soigner ou comprendre où aller, etc. Donc, ça, c'est l'utilisabilité. C'est vraiment faire en sorte que le jouet soit utilisable de façon intuitive, le plus intuitive possible. Mais un jeu utilisable n'est pas forcément fun. Donc, pour les jeux vidéo et tous les produits culturels ou de divertissement, c'est pas juste important que ce soit utilisable. Les outils doivent être surtout utilisables, mais un produit de divertissement doit être divertissant.
Dans un jeu vidéo, si un jeu vidéo n'est pas fun, ça n'a aucun intérêt d'y jouer, même si c'est très utilisable. Donc, moi, ce que j'appelle l'engageabilité, parce que c'est un peu compliqué de définir ce qu'est le fun ou l'immersion, etc. Donc, je préfère parler d'engageabilité. C'est vraiment, autant l'utilisabilité, c'est l'habilité d'un produit à être utilisable. L'engageabilité, c'est l'habilité du produit à être engageant. Là, ce sont des notions autour de la motivation, de l'émotion et du game flow. Alors, je ne vais pas évidemment avoir trop le temps de vous décrire tout ça, mais ce qu'on va faire en sorte, c'est qu'on va titiller la curiosité des joueurs, par exemple. C'est ce que fait Zelda. Quand on voit un mur avec un crack dans le mur, bon, déjà, ça, c'est un signe qu'on peut faire quelque chose, mais ce n'est pas vraiment un signe qui est dans votre face. C'est contrairement, par exemple, un énorme point d'exclamation au-dessus d'un personnage. Ça, c'est un signe beaucoup plus évident qu'on peut interagir avec ce personnage. Là, c'est un signe un peu plus, on va dire, discret, mais qui va titiller la curiosité. C'est-à-dire qu'on a l'impression de découvrir quelque chose. Et du coup, comme on a vu des cracks dans le mur, on va essayer une bombe lambda pour le détruire, mais ça ne marche pas. Et donc là, du coup, on va être là, il va me falloir une bombe spéciale ou quelque chose de spécial pour détruire ce mur-là. Et c'est comme ça qu'un peu plus tard, on obtient cette bombe-là et que tout de suite, une fois qu'on l'a obtenue, on sait tout de suite qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc ça, c'est très bon en design. En général, on pose les barrières avant de donner les clés pour ouvrir le cadenas de la barrière. Bon, là, Nintendo font ça super bien. Ils montrent toujours l'obstacle avant de donner une récompense qui permet de dépasser cet obstacle. Donc ça, c'est des questions de motivation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, je vais passer un peu vite, hein, c'est toujours un peu frustrant, mais normalement, vous avez pas mal de ces notions, et on pourra en reparler pendant le Q&A. Mais c'est important, quand on donne des récompenses, que les joueurs comprennent à quoi ça sert. Là, dans la Super Bombe, c'est une récompense, parce qu'on a exploré, on a essayé de trouver quelque chose. Mais en plus de ça, on sait quoi faire avec. Ça a du sens, et ça nous permet d'accomplir un autre objectif. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre la motivation humaine, donc la motivation intrinsèque et extrinsèque. Extrinsèque, c'est on veut obtenir quelque chose pour faire quelque chose d'autre. Là, clairement, on veut trouver la bombe parce que ce n'est pas la bombe elle-même qui nous intéresse, mais c'est de péter le mur pour voir ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est la motivation extrinsèque. Mais la motivation intrinsèque, c'est qu'on veut se sentir compétent à explorer le monde et on veut se sentir aussi autonome sur comment est-ce qu'on va faire pour avancer. Donc, c'est toutes ces notions-là qui sont explorées et qu'on va tester aussi dans un jeu vidéo. Donc, par exemple, dans Fortnite, alors je ne sais pas si on va passer là pour le coup. Quand on commence à détruire quelque chose en Fortnite, on va avoir un petit élément qui est là, qui est ce qu'on appelle le Weak Point Vision, qui est là pour améliorer, quand on tape sur l'objet qu'on veut détruire, ça va apparaître et ça indique aux joueurs où taper. Donc, ils doivent viser ce point-là pour détruire beaucoup plus vite l'objet parce que c'est le point faible de l'objet. Et tout le système de harvesting, tout le système pour récupérer des ressources, était basé sur l'assumption, je ne sais plus comment dire français, mais on s'attendait à ce que les joueurs visent sur cet élément pour détruire les objets. Or, quand on faisait des playtests, c'est ça qu'on voyait. Les joueurs ne l'utilisaient pas. Et donc, ça crée bien sûr des problèmes, parce que comme tout le système était basé sur le fait qu'on pensait que les joueurs allaient l'utiliser, du coup, les joueurs mettaient beaucoup plus de temps à récupérer des ressources que ce qu'on avait prévu. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir faire quelque chose. Alors, soit on décide d'enlever ce système-là et repenser les choses différemment parce que les joueurs ne comprennent pas, soit on essaye d'itérer sur ce petit élément du UI qui a quand même beaucoup d'impact en ripple effect, donc par écho. Hein. Et donc, on a itéré sur ce petit élément-là. Les artistes ont déjà changé la couleur, parce qu'encore une fois, on a des ressources attentionnelles limitées. Quand on se focalise sur taper quelque chose, on ne va peut-être pas
voir cet élément dans l'environnement. Donc, on a itéré dessus pour que ça contraste bien avec l'environnement, que ce soit plus gros. On a fait une pulsation vers l'intérieur pour que ça incite plus les joueurs à viser, pour que les joueurs le perçoivent, s'aperçoivent qu'il y a quelque chose. Parce qu'au tout début, dans la première version, quand je leur demandais qu'est-ce que c'est que ça, après qu'ils ont joué, ils me répondaient quelque chose comme je ne sais pas. Donc, on avait l'impression qu'ils n'avaient même pas vu qu'il se passait quelque chose. Donc, on a itéré pour que ce soit plus gros, que ça contraste. Et après, on a retesté. Donc, ça donne ça. Donc, ça n'a rien changé. Les joueurs ne visaient toujours pas cet élément. Mais quand je leur demandais qu'est-ce que tu penses que c'est, ils me répondaient quelque chose du genre ah, ça me permet ça me dit que je suis en train de viser cet élément-là. Donc, vous voyez, quand on itère, on essaie de comprendre où sont les problèmes. Donc, on a changé ça, au lieu de changer ça dans l'UI, on a changé ça dans le design, dans le game design. C'est-à-dire qu'on a intégré le weak point, la vision du weak point comme étant une habileté qu'on unlockait dans le skill tree. Et donc, du coup, il y a plus d'éléments qui nous rappellent qu'il y a ça. Et donc, il y a plus de choses qui se passent qui, on espère, va aider les joueurs à comprendre ce qui se passe. Donc, il y a du texte. Bon, ça, par contre, on a toujours l'impression que les joueurs vont lire, mais personne ne le lit. Mais bon, en tout cas, il y a plus de choses qui se passent et ça ressemble à ça. Voilà, donc là, après qu'on a fait ça, donc même si les joueurs ne lisent pas forcément, en tout cas, il y a la petite vidéo, en tout cas, il y a plus de choses qui se passent autour de ça qui attirent beaucoup plus l'attention que juste un petit truc qui pop dans l'interface. Et une fois qu'on a changé ça, on a eu beaucoup moins de problèmes. Et là, la grande majorité des joueurs, quand on faisait des playtests, maintenant utilisaient ce point faible. Donc ça, c'est un petit peu pour vous montrer comment, quelque part, on manipule l'attention des joueurs dans les jeux vidéo. Si on a besoin qu'un élément soit compris pour que les joueurs aient une belle expérience, il faut s'assurer que cet élément soit clair et qu'il n'y ait pas de problème pour les joueurs, pour le comprendre en tout cas. Et si ce n'est pas clair, il faut trouver un moyen de le rendre clair. Ça, c'est un exemple où c'est là, dans ce moment-là, dans Fortnite, dans la partie Sauver le monde, où les joueurs vont être invités à comprendre comment, en tout cas à apprendre comment on construit. Les joueurs sont dans une cave, ils sortent de la cave, mais il n'y a pas moyen de sortir. En plus, il y a un coffre. Et surtout, ils ont envie d'explorer. Fortnite, c'est un jeu où on explore. On les met dans une situation vraiment comme Zelda, où on a un mur qui est craqué. Donc, on sait qu'il faut qu'on rentre là-dedans, mais on ne sait pas comment. Là, c'est pareil. On est coincé. Il y a un obstacle. Mais les joueurs, c'est là où on leur apprend, tu peux fabriquer des escaliers pour sortir. Donc, il faut toujours essayer de réfléchir pour les éléments importants dans votre jeu, comment motiver les joueurs à dépasser les obstacles que vous allez crafter avec amour et attention dans votre jeu, afin que ça rende l'expérience intéressante et que ce soit engageant d'apprendre tous les éléments de votre jeu. Vraiment, expérimenter un jeu, c'est une expérience d'apprentissage. Il y a énormément de choses qu'on apprend, surtout dans les RPG où on apprend quand même tout au long du jeu, parce qu'on a toujours de nouvelles habilités, etc. Il faut vraiment prendre en compte ces apprentissages comme faisant partie intégrante de l'expérience. Et donc, placer. D'ailleurs, sur ce point-là, Thibaut se demande si intégrer les points faibles et la réponse à une attente des joueurs, ou plutôt une volonté du game design. Les deux, en fait. C'est-à-dire que normalement, ça devrait être une volonté du game design on a parfois tendance à réfléchir à un jeu vidéo comme si c'était un jeu de plateau où on a les règles du jeu, on a le game design du jeu, et puis on va donner le manuel, les règles du jeu au début, et les joueurs vont lire les règles du jeu, puis après faire « OK, on a compris ». Mais même quand vous faites un jeu de plateau, en général, lire les règles, déjà, c'est fastidieux.
Et on ne comprend pas bien, juste en lisant les règles comme on fait. Et bien souvent, on fait un tour pour rien pour essayer de comprendre les règles. Là, ce qu'il faut réfléchir, c'est apprendre les règles, ça fait partie du jeu. Et donc, ça doit faire partie intégrante du game design. Mais les joueurs aussi, de plus en plus, s'attendent à ne pas avoir à aller sur Internet pour comprendre quelque chose, s'attendent en tout cas à ne pas lire des instructions pour apprendre à jouer, parce que c'est de plus en plus courant. Donc, on est dans un modèle mental où on s'attend à pouvoir comprendre le jeu juste en l'expérimentant. Et même les joueurs hardcore, en général, ils ne veulent pas de tutoriel, et ils veulent skipper tout ça, parce qu'ils veulent comprendre le jeu rien qu'en interagissant avec. Donc ça, c'est très difficile à faire, d'une façon à ce que les joueurs n'aient pas l'impression qu'on leur apprend à jouer, et qu'ils aient l'impression vraiment de simplement jouer au jeu, mais le jeu est fait d'une telle façon qu'on invite les joueurs à porter attention à une certaine chose qui va de vraiment apprendre aux joueurs un élément en particulier dans un endroit un petit peu plus sécurisé, entre guillemets, où il n'y a pas 30 milliards de porter dans le jeu, agissant avec le jeu, Célia, je suis désolé, puisse sans reprise. comprendre ce qui se passe. Parce que les joueurs... Ah, ça a frisé. Ouais. Est-ce que je suis revenue ou pas? Ouais, là, c'est bon, c'est revenu. Ouais. Ok. Je sais pas. Oh là là, la galère. Donc, le SIG et feedback permettent vraiment aux joueurs d'expérimenter. Mais pour ça, c'est à vous de vraiment faire attention à comment vous allez donner les informations importantes aux joueurs et comment vous allez donner un retour sur ce que les joueurs font, afin qu'ils aient l'impression d'apprendre par eux-mêmes, alors que vous avez réfléchi à tout ça bien en amont. Est-ce que ça répond à la question? Oui, je crois que ça répond bien à la question. On en a d'autres. Jeanne, je garderai ta question pour tout à l'heure. Il y avait juste une autre Célia qui demandait juste si ce build existe toujours, cette possibilité, enfin ce training pour construire existe toujours. Juste pour... Alors, ça, c'est une bonne question. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer à Fortnite. Mais c'est dans la partie Sauver le monde. Donc, ce n'est pas dans la partie Battle Royale qui est gratuite, c'est dans la partie payante de Fortnite. Ok, top. Je ne vais pas vous dire où est-ce qu'on en est, parce que... Ouais, j'ai plus trop en plus, c'est l'occasion. au début du jeu, alors du coup, c'est rare de revenir au début du jeu. En tout cas, Thibaut, te remercie pour la réponse que tu lui as faite. Ok, super. En tout cas, je suis contente que l'Internet fonctionne à peu près. Et donc, tout ça pour en revenir à l'éthique, hein, on a fait un gros détour pour pouvoir parler d'éthique et d'émotion. Dans un jeu vidéo, comme dans le cinéma ou dans toute forme d'art, on manipule l'attention, on manipule les émotions des utilisateurs, des joueurs ou des spectateurs. Et donc, à partir du moment où il y a cette manipulation, donc soit on peut le faire justement pour faire nos tours de magie, pour s'assurer d'offrir le meilleur UX possible, que les joueurs comprennent quoi faire, que ce soit utilisable, mais aussi que ce soit engageant. Donc, je vous ai donné juste un exemple ou comment on rend les choses un peu plus engageantes. Mais comme le sujet n'était pas de parler du UX, j'ai un peu coupé court. On peut aussi utiliser ça pour des dark patterns. C'est pour ça que c'est vraiment très important de se rappeler qu'un design n'est jamais neutre. Avec n'importe quel design qu'on fait, si vous designez une poignée pour ouvrir une porte, déjà, ça va forcément exclure certaines personnes, les personnes qui ne peuvent pas ouvrir une porte en les manipulant avec la main. Et surtout, ça va toujours influencer les gens à interagir avec la porte d'une certaine façon. Donc, ça, c'est l'exemple de Don Norman qui donne tout le temps. Il s'énerve beaucoup avec les portes où, par exemple, on a une poignée. Et donc, on voit une poignée sur une porte, on va dire une porte dans une boutique ou au boulot. On a une grosse poignée, une anse, si vous voulez. Et ça nous incite à prendre la lance et tirer. Et il y a des portes comme ça qui ont une anse, mais qui se poussent. Bon, là, clairement, on influence les gens à interagir avec la porte d'une certaine façon, mais qui n'est pas la bonne façon pour ouvrir la porte. Un design n'est jamais neutre. Il y a toujours
par un design, une influence qui s'exerce. Alors, l'influence, ce n'est pas forcément ni bénéfique ni maléfique. Des fois, l'influence, bon, elle est assez, elle-même, elle est pas assez neutre. Hein. Ouvrir une porte, bon, c'est relativement neutre. Mais voilà, rien que d'avoir une friction pour ouvrir une porte, bah, c'est pas très agréable. Donc, c'est jamais neutre un design. Et il faut que vous réfléchissiez à comment votre design influence les gens. Et c'est là où on va parler d'éthique et de dark pattern, c'est-à-dire qu'il y a des designs qui sont faits intentionnellement pour tromper les utilisateurs au bénéfice de la société et aux dépens des utilisateurs. Donc ça, les dark patterns, c'est vraiment clairement fait pour tromper les gens. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'anti-UX, parce que quand on a une approche UX, on place l'humain au centre de ce qu'on fait et on est vraiment dans une considération gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on veut offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs et parce que les utilisateurs vont être contents et satisfaits de leur expérience, bah, donc ils vont être contents du produit que l'on fait et donc acheter plus ou en tout cas utiliser le produit ou le recommander à d'autres personnes, donc pareil pour les jeux vidéo. Et donc on est dans une situation gagnant-gagnant. On n'est jamais en train de manipuler l'utilisateur pour lui soutirer plus d'argent ou le faire jouer plus longtemps au jeu, à ses dépens et au bénéfice de la société. Ça, pour moi, c'est vraiment anti-UX parce que, par définition, l'UX, c'est de mettre l'utilisateur, donc le U, au centre de ce qu'on fait et faire toujours en sorte que ce soit la meilleure expérience possible pour eux. Alors évidemment, la meilleure expérience possible pour un utilisateur, c'est de ne pas payer. Donc, il y a quand même des choses qu'on est obligé de donner des frictions aux utilisateurs. Il y a quand même toujours un moment où il faut payer le produit. Ça, bien évidemment, on doit prendre ça en compte. Donc, on prend en compte les considérations de business quand on fait un jeu, quand on fait un produit, mais on ne met jamais le business avant l'humain. Alors que là, les dark patterns, on met le business avant l'humain. Donc, c'est vraiment pour moi aux antipodes d'une approche UX. Je vais vous donner un exemple. Donc, je vais prendre l'exemple d'une société très, très riche qui utilise des dark patterns. En tout cas, elle l'a utilisé avant. Je ne sais pas si ça, c'est toujours le cas. Je n'arrive plus à voir cette image. En tout cas, parce que, comme je n'utilise pas trop Amazon, justement à cause de ça, et que je n'utilise que pour acheter des livres sur Kindle, Amazon pense que je suis un étudiant, donc je n'ai plus cet écran. Là, j'en ai un autre. Mais en tout cas, avant, pendant un certain temps, Amazon, quand vous achetez des choses et vous mettez dans le panier, et qu'après, vous êtes prêt, donc vous faites check-out, pardon, je ne sais plus comment les verbes sont en français, mais donc payer ou passer à la caisse, à un moment, vous pouviez voir cet écran, où il y a donc plein de textes que la plupart des gens ne vont pas lire, parce qu'on ne lit pas, et on a des ressources attentionnelles assez limitées, en plus on est pressé, là on a pris nos décisions, on veut passer à la caisse, et un énorme bouton orange, où il y a marqué Get Started, donc démarrer. Bon, bah, on sait que ça, les gros boutons orange, c'est ce qu'on appelle les call to action. Donc, on appelle à l'action. Ça aide justement en UX. On fait en sorte que les actions que les utilisateurs peuvent faire soient assez gros et contrastent bien avec l'environnement pour que les gens n'aient pas besoin de lire et se prendre la tête pendant 4 plombes pour faire ce qu'ils auraient besoin de faire. Donc, ça, c'est une bonne pratique UX de mettre en exergue les actions que les utilisateurs peuvent faire. Sauf que là, quand on clique sur Get Started, on ne passe pas à la caisse. Enfin, si, on passe à la caisse, mais en fait, ce qu'on démarre, c'est la souscription à Amazon Prime. Et là, la plupart des utilisateurs ne vont pas forcément s'en apercevoir parce que ce n'est pas forcément clair, parce qu'encore une fois, on ne va pas lire les petits trucs, on va surtout regarder le gros bouton, il n'y a pas marqué Amazon Prime sur le gros bouton. Et si on ne veut pas souscrire à Amazon Prime, si on veut juste passer à la caisse, il faut en fait cliquer sur ce petit élément en petit. Non, merci. Donc ça, c'est pas facile à voir, hein. C'est clairement pas mis en avant dans l'environnement. Et en plus de ça, ils font ce qu'on appelle le guilt tripping. Donc, on va jouer un petit peu sur la corde émotionnelle en disant bah non, je ne veux pas faire l'économie de $19. Donc, c'est vraiment un dark pattern pour le coup, c'est clairement un dark pattern parce qu'on ne va pas rendre l'information claire aux gens sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc, cliquer sur Get Started, si on ne fait pas attention vraiment clairement sur quoi on clique, ça va nous faire souscrire à quelque chose dont on n'a pas voulu souscrire,
qui bien sûr est payant, mais pas le premier mois, donc on ne va pas tout de suite voir qu'il s'est passé quelque chose sur notre compte en banque. Et puis après, pour se désinscrire, c'est toujours un peu plus compliqué que de cliquer sur un gros bouton orange. Donc ça, c'est un exemple d'un dark pattern. Donc ça, c'est clairement fait pour piéger les gens. Après, il y a des patterns qui sont plus dans les zones de gris, on va dire. Donc, c'est plus des pratiques qui sont, éthiquement parlant, pas terribles. Et dans les jeux vidéo, c'est plutôt ça qu'on voit. Donc, c'est rarement des trucs qui sont clairement faits pour piéger les gens. C'est plus jouer sur la corde émotionnelle, là, par exemple, notamment avec les loot box. Donc, les loot box, c'est les coffres à butin en français. C'est quand on va ouvrir un paquet, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc que ce soit des cartes packs. Les loot box, hein, c'est pas récent. Hein. Par exemple, les cartes, les paquets de cartes Panini, c'est un exemple de loot box physique. C'est-à-dire qu'on va acheter un paquet de cartes et on ne sait pas ce qu'on va avoir dedans. Les loot box sont une forme de récompense intermittente avec un schedule, on a un renforcement à ratio variable. Ça, ce sont les expériences de Skinner. C'est pour ça qu'on parle de boîte de Skinner, qui date donc à peu près au milieu des années, au milieu du 20e siècle, je ne sais plus quel siècle on est, où il y avait par exemple un pigeon ou un rat dans une cage, et quand il y a une lumière qui s'allume, par exemple une lumière verte, le rat, s'il appuie sur une pédale à ce moment-là, va obtenir une récompense. Les rats sont assez intelligents, donc ils vont comprendre au bout d'un moment quand il y a une telle lumière qui s'allume, et s'ils ont appuyé sur cette pédale, il se passe quelque chose. Ça, c'est clairement ce qu'on fait quand on essaie de comprendre ce qui se passe dans un jeu vidéo, juste par, on appelle essai-erreur, il se passe des trucs, il y a quelque chose qui s'allume, il y a une icône, ou il y a un ennemi qui commence à faire quelque chose. Hop, si on fait la bonne action à ce moment-là, on est récompensé parce que l'ennemi meurt ou on obtient des points. Ça, ces comportements-là, c'est ce qu'on appelle du conditionnement opérant, c'est-à-dire qu'on va apprendre en interagissant avec le système comment on obtient des récompenses. Ça marche très bien. Mais là, ce qui est un petit peu différent, c'est que la récompense, on ne va pas forcément l'avoir à chaque fois qu'on fait la bonne action. C'est-à-dire que c'est comme dans les casinos, on fait la bonne série d'actions qu'il faut, mais parfois on va obtenir une récompense qui vraiment nous intéresse, on va tirer le jackpot, et la plupart du temps, on ne va rien avoir, ou on va avoir des copecs, enfin vraiment juste quelques petites pièces, et ça ne nous intéresse pas beaucoup. Donc c'est ça, les récompenses à taux intermittent, c'est qu'on n'a pas toujours la récompense, même si on fait l'action qui est appropriée. Les récompenses peuvent soit être, l'intervalle des récompenses peuvent soit être basées sur le temps ou sur le ratio. Quand c'est basé sur le temps, c'est-à-dire que c'est à un certain moment, si on fait l'action, on va avoir quelque chose, mais le reste du temps, on n'a rien. Ça, dans les jeux vidéo, c'est l'exemple des rewards qui sont les daily rewards, donc les récompenses journalières. On sait qu'à chaque fois qu'on va se loguer, on peut avoir une récompense, mais on va l'avoir qu'une fois par jour. Alors, on peut se loguer 10 fois, ça ne va rien changer. Donc, c'est fixe, c'est prédictible, on sait quand ça va arriver, mais ce n'est pas lié au nombre de fois que nous, on va faire quelque chose. Donc, ce n'est pas lié au ratio d'actions que l'on fait, c'est lié au temps qui passe. Un exemple de ça, mais à taux variable, c'est-à-dire que ce n'est pas prévisible, mais que c'est lié au temps. Ça va être par exemple les rare spawns, donc dans certains RPG. Alors je sais que ça change dans World of Warcraft, mais bon, par exemple, on sait que dans cette zone-là, à un moment donné, il peut y avoir un ennemi qui va apparaître. On ne sait pas quand. Mais en tout cas, s'il apparaît et qu'on est là et qu'on le détruit, là, on va avoir une super récompense. Bon, là, c'est pareil. On a beau faire une danse et se connecter 30 milliards de fois, ça ne va rien changer puisque c'est basé sur le temps. Mais là, c'est variable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le prédire. Autant les récompenses journalières, on sait que c'est tous les matins, on va avoir une récompense. Autant là, on ne sait pas exactement quand. Et après, on a les récompenses qui sont liées au ratio, donc c'est-à-dire au ratio de nos comportements nous-mêmes. Alors, quand c'est fixe, c'est vraiment typiquement l'exemple des achievements. Donc, si vous devez, par exemple, tuer 10 zombies,
d'une certaine façon, pour avoir un achievement unlocked, vous devez faire l'action un nombre de fois déterminé afin d'avoir la récompense. Donc ça, c'est lié à votre action. C'est-à-dire que là, ce n'est pas lié au temps, c'est lié, il faut vraiment le faire. Mais c'est fixe, c'est-à-dire que c'est prédictible. Et vous savez que vous devez le faire 10 fois pour obtenir la récompense. Une fois que vous avez fait 10 fois, vous avez la récompense. Et quand c'est à taux variable lié sur notre ratio, là, ce sont les lootbox. C'est-à-dire que c'est lié à notre action. Si on n'ouvre pas les lootbox, il ne se passe rien. Mais on ne sait pas quand on va avoir une récompense qui nous intéresse. Donc, ça, c'est juste pour vous expliquer les différents types de récompenses intermittentes. Et les lootbox, c'est par rapport au ratio, donc le nombre de fois qu'on fait quelque chose, et c'est variable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire combien de fois il faut le faire pour obtenir quelque chose que l'on veut. Et ça, c'est ce que Skinner obtenait avec les rats par rapport à leur engagement avec le système. Vous voyez que quand c'est fixe, c'est-à-dire quand c'est prévisible, je me mélange avec l'anglais, une fois qu'on a récupéré la récompense, donc par exemple le rat c'est à telle heure tous les matins, hop, s'il appuie sur la pédale, il a la récompense, va interagir avec l'environnement, avec la pédale, juste au moment où il sait qu'il va avoir la récompense, ou quand c'est le ratio, donc le rat va appuyer par exemple 4 fois sur la pédale avant d'avoir la récompense. Une fois qu'il a la récompense, la boulette de nourriture, une pause dans l'interaction avec l'environnement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu la récompense, on va faire autre chose et on revient et on réinteragit avec l'environnement quand on veut l'avoir après. Quand c'est une variable, vous voyez qu'il n'y a pas cette pause. Les moments où on va avoir la récompense, ça ne va pas nous inciter à nous arrêter d'interagir avec le système parce qu'on ne sait pas quand ou comment on va avoir encore une fois la récompense. Donc vous voyez que ça entraîne une interaction beaucoup plus stable avec l'environnement. Et quand c'est variable et lié à notre action, vous voyez que c'est non seulement stable, mais aussi très très haut. Donc, vous voyez, c'est plus haut là, on interagit plus que quand lié au temps. Bon, on n'est pas des animaux, hein. Juste pour vous rappeler que notre cerveau est quand même beaucoup plus complexe que celui d'un rat, mais c'est simplement pour vous montrer à quel point un système peut influencer les comportements. Et donc, on sait, par exemple, qu'on va être plus incité à interagir avec un système si on a des récompenses à ratio variable dans ce cas-là. Bon, ça, c'est pas utiliser ça, c'est pas forcément éthiquement un problème. Dans tous les jeux, énormément de jeux utilisent ça, et tous les jeux qui se basent sur un jet de dés ou sur un tirage de cartes utilisent le ratio variable. Parce que si on fait un tir de jet, donc un jet de dés, on peut avoir soit 3, soit double 6. Et quand on a double 6, en général, c'est super cool parce qu'on a une grosse récompense. Bon, c'est ça. Ça, c'est une récompense à ratio variable. Ou dans Super Mario, dans Mario Kart, pardon, si vous faites la course et vous tapez dans le point d'interrogation, c'est une récompense à ratio variable, parce qu'il faut quand même taper sur le truc pour obtenir quelque chose. Et parfois, vous avez quelque chose de nul, la banane, hein, on s'en fout de la banane. Soit vous avez vraiment le rocket, et là, vous redépassez tout le monde. Donc là, on voit vraiment que la récompense est vraiment variable, et ce n'est pas prévisible. Sauf, on sait que si on est vraiment derrière, on a plus de chances de voir quelque chose d'intéressant que si on est devant. Mais à part ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va obtenir. Donc, ce n'est pas utiliser ces récompenses à taux variable qui est un problème, c'est les utiliser pour un certain type d'engagement qui est lié à la monétisation, ce qui est le cas des lootbox. Et donc, là, les lootbox, dans beaucoup de jeux, sont utilisés plus pour encourager la conversion, c'est-à-dire la monétisation des joueurs, plutôt que de les encourager, comme dans Mario Kart, à s'engager avec l'environnement et rendre le jeu plus fun. Donc, c'est là, quand on utilise les lootbox, dans ce cas-là, pour encourager la monétisation, pour encourager le paiement, que ça peut créer des problèmes d'un point de vue éthique, notamment chez les mineurs. Pourquoi chez les mineurs ? Parce qu'on sait que la partie du cerveau qui va nous aider à contrôler certaines impulsions ou contrôler des comportements un peu influencés par nos émotions, c'est la partie du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal. Et le problème, c'est que cette partie du cerveau est la dernière à maturer chez l'être humain.
et ça mature jusqu'à peu près 20-25 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est incapable de contrôler quoi que ce soit avant 25 ans, mais en tout cas, ça mature jusqu'à cet âge-là. Ce qui veut dire que plus on est jeune, plus ça peut être difficile de contrôler nos impulsions. C'est pour ça que les jeunes enfants ont beaucoup de mal à contrôler leurs impulsions, à gérer leur frustration. Et si un jeu leur dit il faut attendre 5 minutes pour avoir quelque chose, ou tu pourrais avoir quelque chose, mais tu n'as rien d'intéressant, pour les enfants, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et ils vont avoir beaucoup plus tendance à être encouragés à continuer à interagir pour dépasser ses frustrations. Alors qu'un adulte, en général, alors c'est pas qu'on est super doué à gérer ça non plus, on va quand même se laisser tenter de temps en temps, mais c'est quand même plus facile pour les adultes de gérer ce genre de frustration. Donc pour les adolescents qui sont aussi encore en phase d'apprentissage, donc qui gèrent bien sûr beaucoup mieux que les enfants, hein, mais qui sont quand même encore en phase d'apprentissage, de contrôler ce genre d'émotions et de contrôler les impulsions, et les enfants, donc ça c'est une image qui vient du test de marshmallow dont vous avez peut-être entendu parler, où l'idée c'est qu'on met un marshmallow devant l'enfant et on lui dit écoute, moi je dois partir, je reviens dans quelques minutes. Si quand je reviens, tu n'as pas mangé le marshmallow, je t'en donnerai un deuxième. Mais si tu as mangé le marshmallow, tu n'en auras pas d'autre. Là, pour les enfants, c'est très dur, ce qu'on appelle le délai dans la gratification. C'est très dur de ne pas avoir la récompense tout de suite, mais d'attendre un petit peu pour en avoir 2 fois plus. Là, vous voyez, c'est des images qui sont tirées de la vidéo où on voit les enfants, et c'est très, très dur pour les enfants de faire ça. Et donc, c'est juste pour vous donner une idée à quel point ce genre de frustration, autant pour un adulte, on a aussi parfois du mal à se dire je vais économiser pour que dans 10 ans, je puisse m'acheter un appart. C'est très dur pour nous de faire ça quand même, mais plus on est jeune, plus c'est difficile. Donc, c'est pour ça qu'utiliser ce genre de pratiques qui sont là pour encourager la monétisation ou encourager l'engagement avec le système, et encore une fois, pas tellement pour rendre le jeu plus fun, mais dans un but plus pécuniaire, c'est un problème encore plus si notre population dans le jeu est mineure. Je vais vous donner encore quelques exemples où on utilise les émotions pour, encore une fois, pas pour améliorer, pas pour manipuler les émotions dans un jeu, simplement pour le fun ou pour rendre le jeu plus intéressant, mais pour améliorer le business. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on utilise. Par exemple, la scarcity. La scarcity, c'est quand on manque de quelque chose, on a plus tendance à le vouloir. Donc ça, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça récemment avec la pandémie. Ça a été le cas là où j'habite en Californie. Il n'y avait plus de PQ nulle part. Et donc, à ce moment-là, à partir du moment où il n'y en a plus, dès qu'on voit un lot de PQ, on saute dessus. Parce qu'on se dit, il n'y en a plus beaucoup, donc il faut absolument qu'on les récupère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le scarcity. Donc, c'est quand il y a vraiment il y a peu d'offres. Donc, ça augmente la demande. Et donc, ça, on peut la créer artificiellement. Il y a eu plusieurs boîtes qui ont été accusées de faire ça. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, il y a une nouvelle console qui sort, mais il ne va pas y en avoir beaucoup au départ. Donc, si vraiment vous la voulez, il faut la précommander. Bon, ça, cet élément de scarcity marche bien avec le concept de ce qu'on appelle le fear of missing out, la FOMO. On a peur de manquer. Évidemment, on va avoir peur de manquer si on a quelque chose il n'y en a pas beaucoup. Donc ça va nous inciter à acheter plus. C'est ce qu'on voit avec les soldes, par exemple. Les soldes, c'est à un moment donné, pendant cette période-là, vous allez avoir moins 50%, mais c'est que ce jour-là. Ou sur Internet, il y a toujours les sales, que ce soit les Steam Sales ou Amazon Sales. Ça va être que pendant un moment donné. Et si vous ne vous connectez pas, si vous n'achetez pas à ce moment-là, vous allez rater des occasions incroyables. Voilà, peut-être que vous n'aviez pas vraiment envie d'acheter quoi que ce soit, mais parce que vous avez peur de manquer, parce que ça a l'air incroyable et que c'est limité dans le temps, ça vous incite à aller acheter quelque chose dont vous n'aviez pas forcément besoin. Et si vous faites les Steam Sales, normalement, vous avez plein de jeux que vous avez achetés pendant les soldes ou que vous n'avez jamais joué. Un autre élément, c'est ce qu'on appelle le loss aversion. Les êtres humains sont très... on n'aime pas perdre quelque chose. C'est plus douloureux pour nous de perdre quelque chose que de ne pas gagner quelque chose. Et donc ça, ce concept de loss aversion peut être utilisé pour nous inciter à continuer quelque chose. Donc Snapchat a été pas mal
pointé du doigt pour utiliser ça dans le concept des snap streaks. Donc, je ne sais pas si vous utilisez Snapchat, mais si vous échangez avec quelqu'un, vous allez monter votre streak et si la personne vous répond, donc tous les jours, il faut que le dialogue se passe et ça vous augmente. Donc, vous avez des points artificiels, vous allez avoir des badges, mais surtout, donc, vous pouvez aller par exemple jusqu'à 100 et le jour où l'un de vous ne répond pas, hop, le streak redescend à 0. Bon, même si c'est complètement artificiel, les badges ne servent à rien, donc c'est que des récompenses d'icônes visuelles, on n'a quand même pas envie d'être la personne qui casse le streak. Bon, là, on joue sur le loss aversion, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a quelque chose, on n'a pas envie de le perdre, même si cette chose est assez artificielle. Et donc, c'est comme ça qu'on peut encourager les gens à continuer à interagir avec quelque chose, alors que, bon, au final, ils n'avaient pas forcément envie de dialoguer avec leurs amis ce jour-là. Donc, encore une fois, hein, ça peut être intéressant dans un cadre de jeu pour rendre quelque chose d'intéressant dans le jeu. Là, on dépasse le cadre du jeu, c'est-à-dire qu'on va utiliser ça pour encourager les gens à jouer ou à venir. Le Fear of Missing, ça par contre, c'est utilisé beaucoup dans le jeu vidéo. Il va y avoir un événement. Si vous n'êtes pas là à ce moment-là, vous avez raté l'événement et jamais plus, ça reviendra. Donc, c'est plus quand on incite les gens à revenir à un moment, plutôt que d'utiliser ce genre de choses pour manipuler les émotions de façon plus respectueuse et plus en lien avec le gameplay lui-même. Et le dernier, c'est le anchoring effect. Bon, ça, on voit ça aussi beaucoup avec les soldes. C'est-à-dire que l'être humain a vraiment beaucoup de mal à déterminer la valeur de quelque chose. Et c'est pour ça qu'on vous montre toujours la valeur de base, et puis c'est barré, le prix est barré, pour vous montrer à quel point vous faites une économie. Alors qu'en fait, on s'en fiche. Hein. Vous allez peut-être acheter quelque chose d'un petit peu plus cher, mais parce que vous avez vu que le discount est beaucoup plus important par rapport à un autre objet qui est en fait qui a les mêmes fonctionnalités, mais qui n'est pas en solde. Donc, si vous achetez un objet qui, je ne sais pas moi, à 10 €, mais qui n'est pas en solde par rapport à un qui est à 12 €, mais qui est soldé à 50%, même si au final la fonctionnalité est la même, vous serez peut-être plus tenté d'acheter celui qui est un petit peu plus cher parce que vous avez l'impression de faire des économies parce qu'au départ, il était 2 fois plus cher. Voilà, donc tout ça, c'est des petites manipulations qui ne sont pas toujours faciles à reconnaître et à éviter. Et encore une fois, qui sont utilisées, donc ça devient un problème d'un point de vue éthique, quand c'est utilisé pour encourager les gens à interagir, à rester dans un système alors qu'ils n'avaient pas forcément envie, ou pour les forcer à payer plus. Voilà, donc l'idée, c'est de questionner ces petites manipulations émotionnelles. Et donc, on a ça ne vient pas du jeu vidéo, hein, c'est utilisé depuis des décennies. Hein, les gens qui faisaient des arnaques, ce qu'on appelle en anglais le snake oil, qui vendait des poudres de perlimpinpin, ça date pas d'hier. Mais disons qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus informés, donc ça va encore mieux utiliser ces petites choses. Et donc, dans la technologie, comme il y a moins de barrières à l'achat, c'est-à-dire que maintenant, on a un clic, on peut acheter quelque chose, c'est plus difficile pour nous de réfléchir. Si on a besoin de sortir de notre porte-monnaie et on voit l'argent qu'on perd, ça nous permet quand même un peu plus de prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire que si on a juste à cliquer sur un truc. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus problématique aujourd'hui. En tout cas, on en entend plus parler aujourd'hui, mais ça ne vient pas de la tech, hein, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Et il y a des moments où ce n'est pas toujours clair si c'est éthiquement questionnable ou pas. Donc, par exemple, l'exemple du Tamagotchi, c'est un bon exemple parce que c'est un jeu où on a une friction, donc on interagit avec un système, hein, un petit objet en plastique, mais on doit interagir avec cet objet assez régulièrement, sinon ce qui est représenté dans ce système-là, donc le petit animal, va mourir si on n'interagit pas avec. Donc ça, c'est clairement le FOMO, donc on a peur de manquer. Là, pour le coup, c'est encore pire parce qu'on va tuer quelqu'un virtuellement si on ne s'en occupe pas. Mais c'est tout là, pour le coup, c'est le but du jeu. Donc, ce n'est pas utilisé artificiellement autour du jeu, là, c'est le but du jeu. Donc, c'est pour ça que parfois, quand on parle de jeux vidéo, c'est un peu difficile de savoir où est la ligne. Là, ce serait plutôt au niveau à combien de
de générosité on donne aux joueurs. C'est-à-dire que s'il faut que le joueur interagisse toutes les heures, sinon la créature meurt, là pour le coup c'est quand même assez, on force quand même les joueurs à interagir beaucoup. On peut se dire, bon, bah voilà, on laisse une semaine par exemple, les joueurs doivent interagir avec le Tamagotchi pour garder le Tamagotchi en vie, mais bon voilà, il y a quand même de la flexibilité avec les interactions. Ça, c'est des questions quand même qu'il faut se poser, et à quel point on force les joueurs à revenir et en tout cas à acheter, donc que ce soit avec les guilt tripping, si on n'a plus beaucoup de vie et qu'on a le personnage qui pleure, c'est quand même un peu problématique parce qu'on joue quand même sur une corde sensible, ou les lootbox, encore plus quand dans les lootbox on a des éléments qui sont importants pour le gameplay, donc c'est pas juste des éléments cosmétiques. Donc tout ça, le contexte est vraiment important. Pareil pour les événements, si on a un événement qui arrive qu'une seule fois, à un moment bien précis, et si tu n'es pas là, bah, tu as raté l'événement et jamais plus ça reviendra. C'est plus problématique que si un événement qui revient, mais il y a plusieurs occasions de le voir, et ça dure pendant un mois, et donc il y a toujours quand même ce côté, il faut que je vois ce truc-là, mais au moins on donne plus de flexibilité aux joueurs pour participer à l'événement. Donc voilà, donc c'est pas, faut regarder quand même le contexte et à quel point on force les joueurs à faire quelque chose. Il y a aussi des moments où ce qui peut ressembler à un dark pattern est en fait une bonne pratique UX. Donc ça, je vais vous donner un exemple de World of Warcraft qui date un petit peu, mais c'est toujours utilisé aujourd'hui. Quand vous voulez supprimer votre personnage dans World of Warcraft, et non seulement vous avez un message qui vous demande confirmation, donc ça c'est ce qu'on appelle, je vous en ai parlé dans l'utilisabilité, c'est ce qu'on appelle la prévention de l'erreur, c'est-à-dire que les joueurs, s'ils appuient juste sur un bouton pour supprimer un personnage et qu'ils ont mis des semaines, voire des mois à développer, c'est une lourde erreur qui a beaucoup de conséquences, donc on veut éviter que ça n'arrive, donc on va mettre de la friction, là pour le coup on augmente la friction physique, on rajoute plus d'écran, pour s'assurer que c'est bien ça qu'ils voulaient faire, que ce n'est pas une erreur. Donc, c'est ce qu'on appelle les écrans de confirmation. Vous êtes sûr de vouloir supprimer votre shaman level 40 et non seulement on vous demande de confirmer, mais en plus, Blizzard demande de taper delete, donc supprimer dans la petite case, pour s'assurer, donc encore une fois, comme on a des ressources attentionnelles assez limitées, et rajoute cette friction pour s'assurer que c'est bien ça que les joueurs voulaient faire. Et aujourd'hui, en plus, il faut écrire le nom du personnage qu'on veut supprimer. Là, on pourrait se dire, voilà, c'est un dark pattern, ils veulent faire en sorte que les joueurs réfléchissent à deux fois, parce qu'évidemment, c'est pas que le personnage soit en fait, c'est pas un dark pattern, plutôt unique, parce que ça a de grosses conséquences de supprimer son personnage. Et donc là, on s'assure que c'est bien ça que voulaient faire les joueurs. Donc là, on est encore dans cette position de gagnant-gagnant. Bien sûr, Blizzard est gagnant parce que si les joueurs suppriment un personnage, c'est pas cool pour eux. Mais là, on pense à l'utilisateur en premier, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer que c'est bien ça qu'ils voulaient faire. Là où ça deviendra un dark pattern, c'est si le personnage derrière, au moment où on veut le supprimer, pleurait. Là, ce sera un dark pattern, parce que là, on jouerait sur la corde émotionnelle, où on ferait croire que le personnage a des émotions et qu'il est triste de nous voir partir. Donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder un petit peu le contexte, comment les choses sont utilisées, plutôt que... c'est difficile de dire cette pratique-là est un dark pattern ou pas. C'est vraiment par rapport à un contexte et comment c'est utilisé et dans quel but. Surtout, est-ce qu'on pense à l'utilisateur en premier ou est-ce qu'on pense au business en premier? Voilà, donc en gros, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'essayer de réfléchir à ça. Encore une fois, votre design n'est pas neutre. Il va influencer émotionnellement et aussi au niveau du comportement les joueurs, ce qui n'est pas mal en soi, hein, c'est important de faire ça, mais il faut éviter certains éléments comme le guilt tripping ou forcer les joueurs à payer pour retirer une friction quand elle n'est pas vraiment intéressante pour le game design, encore une fois. Les loot box qui sont liés à la monétisation, la FOMO, l'aversion à la perte, et aussi l'autoplay. Donc ça, c'est utilisé beaucoup en tech, hein, par exemple
que ce soit sur Netflix ou YouTube. On vient pour regarder une vidéo, mais si on ne fait rien, hop, on va avoir une deuxième vidéo juste après qui va nous inciter à rester sur la plateforme, même si on n'avait pas forcément envie. Bon, bah ça, c'est pas terrible d'un point de vue éthique, parce que c'est pas seulement les considérations d'argent qu'il faut avoir, c'est les considérations de temps. Le temps est aussi précieux, et le temps que l'utilisateur vous donne pour votre plateforme doit être respecté. Et donc là, quand on incite les joueurs ou les utilisateurs à rester pour voir une vidéo après, alors qu'ils n'avaient pas forcément envie de rester sur la plateforme, bah, on ne respecte pas bien cette notion de temps. Et on a ça dans les jeux vidéo. Il y a beaucoup de jeux vidéo multijoueurs où, une fois qu'on a fini notre partie, on reste dans le lobby et on a un décompte. Et c'est-à-dire que si on ne fait rien, on va tout de suite être rematché dans une autre partie. Donc, l'autoplay est aussi utilisé dans certains jeux vidéo. Donc ça, la FOMO, la version à la perte et l'autoplay est de plus en plus utilisée et pointée du doigt dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Encore une fois, il faut respecter l'argent, mais aussi le temps que les utilisateurs vous donnent, et donc s'assurer que c'est bien ça qu'ils voulaient faire, plutôt que de les inciter à rester plus longtemps, parce que sinon ils vont perdre quelque chose, ou sinon ils vont rater quelque chose, ou tout simplement, s'ils font rien, ils restent sur la plateforme, même s'ils n'avaient pas forcément envie de rester. Voilà, et ça, bien sûr, moi, j'étais en train de faire du guilt tripping avec le petit chat de Shrek. Mais ça, là, je le fais dans un but de vous porter attention à ces éléments-là, mais c'est aussi du guilt tripping. Là, donc, il faut quand même toujours se demander pourquoi on utilise ce genre de choses pour jouer sur la corde émotionnelle des gens. Voilà, et encore une fois, quand on a une approche UX, c'est incompatible avec l'utilisation des dark patterns ou des patterns un peu dans la zone de gris, parce qu'encore une fois, on perd de vue l'humain qui utilise le système et on favorise le business aux dépens de l'utilisateur. Donc, si ces questions-là vous intéressent, c'est quand même assez complexe à déblayer. Où est la ligne? Ce n'est pas évident, surtout pour des produits de divertissement où les gens viennent pour perdre du temps et pour se divertir. Donc, savoir où est la ligne ici en matière de respect du temps des joueurs, ce n'est pas toujours évident. Donc, on commence une réflexion autour de ça. Avec ethicalgames.org. Donc, si vous voulez regarder un petit peu, on vient de démarrer, donc en plus avec la pandémie, c'est un peu compliqué, mais l'idée, c'est ça, c'est de réfléchir à où sont les lignes et comment est-ce qu'on peut avancer sur ces questions-là. Et pour un dernier truc que je voulais vous montrer, c'est un petit bonus, là, quand on parle des questions, parce qu'on a beaucoup parlé aussi dans cette semaine d'inclusion et d'accessibilité, il faut prendre ces questions d'inclusion et d'accessibilité vraiment de la même façon. C'est-à-dire que c'est un problème systémique, c'est votre système qui va créer des barrières à l'inclusion. Et donc, ça peut aussi être combattu en ayant une approche UX, en toujours gardant l'utilisateur et les utilisateurs dans leur diversité au centre. Et c'est important. Pourquoi on veut faire ça? Parce que si on ne le fait pas, je vais vous montrer une vidéo de ce qui peut se passer avec un outil, un objet du quotidien. Nice. Okay, Noel, you try now. Too black? Too black. Yeah? Come again, Sashi. No, too black, over with. What I do, they get, what you have to do is some racialist thing is. Yeah. Put some piece of white. Let's say a napkin and show it. Again, put your napkin again. Right, what's it called on the hand? Voilà, quand on n'a pas de diversité dans notre équipe, on a tous des œillères. Encore une fois, la perception est subjective. Moi, en tant que femme blanche française qui travaille aux États-Unis, je ne peux pas prendre en compte la perspective de tous mes utilisateurs. Donc, c'est pour ça que c'est très important déjà de faire des tests avec une grande diversité dans vos utilisateurs, mais aussi d'avoir la diversité dans vos équipes. Parce que là, typiquement, s'il y avait une personne noire dans l'équipe qui a développé ce distributeur de savon, il n'y aurait pas eu ce problème-là du tout.
C'est juste qu'il n'y a que des blancs qui ont développé ce truc. Ils ont testé avec eux-mêmes. Ils sont là, OK, c'est bon, ça marche. Hop, on le ship. Et c'est là plus tard qu'on s'aperçoit qu'il y a des problèmes. Donc, on a énormément de biais cognitifs. On voit le monde à notre façon. C'est très compliqué de s'en sortir. C'est pour ça que c'est vraiment important. Oh là là, c'est vrai qu'il y avait ces éléments-là. Je vais passer parce que là, je sais comme je suis un petit peu en retard avec les problèmes d'Internet que j'ai eus. Mais donc, gardez en tête quand on voit les choses chacun de notre façon. Et notre cerveau est très doué pour prendre des décisions et comprendre l'environnement avec peu d'informations. C'est comme ça qu'on a réussi à survivre à nos prédateurs il y a des milliers d'années. Mais aujourd'hui, l'environnement est beaucoup plus complexe qu'il ne l'était quand on devait survivre dans la savane. Et donc, très facilement, on peut tirer de mauvaises conclusions parce qu'on n'a pas fait attention à notre environnement, où on voit les choses à notre façon et qu'on n'a pas regardé tous les tenants et les aboutissants. C'est comme ça qu'on peut se tromper très facilement. Donc, vos utilisateurs vont être biaisés quand ils vont arriver. Ils vont voir les choses à leur façon, avec leur perspective, avec les éléments qu'eux connaissent déjà en avance. Donc, il faut prendre en compte ces biais chez vos utilisateurs, mais aussi le prendre en compte chez vous. Vous, en tant que développeur, en tant que concepteur, conceptrice, vous voyez les choses d'une certaine façon. Vous allez exclure des personnes, pas parce que vous le voulez, parce que c'est comme ça, on a tous des œillères, donc c'est très important de prendre ça en compte dans le processus de design pour éviter de discriminer les gens au final et aussi pour éviter d'avoir des pratiques qui ne sont pas forcément très éthiques. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des lootbox parce que voilà, les autres ont utilisé des lootbox, ça a l'air de marcher, on ne se pose pas forcément la question, mais il faut aussi un petit peu comprendre comment on influence les utilisateurs avec notre design. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je sais que c'était un petit peu compliqué avec ma connexion un peu flaky, comme on dit. Donc j'espère que ce n'était pas trop pénible, que votre expérience utilisateur n'est pas trop abîmée à cause de ça. Mais je serais ravie de revenir une prochaine fois, parce du coup, j'ai pris un peu de retard. Et en tout cas, je reste si vous avez des questions. Mais je serais ravie de revenir un peu plus tard, la semaine prochaine, par exemple, si je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Céline. Voilà, je vais redémarrer ma vidéo. Ouais, ça s'est très bien passé sur la seconde partie. Donc, à partir du moment où on avait fait une... Bon, tant mieux. C'était un peu genre... Ouais, c'est toujours un peu déprimant de tomber là-dessus. En plus, on ne peut rien faire. Donc, faut attendre. Bah oui, là pour le coup, on ne se sent pas compétent. Donc ça nous affecte au niveau de la motivation intrinsèque. On n'est pas en contrôle, donc on ne peut rien faire. Ouais. Je vais revenir sur quelques questions qui ont eu lieu. Est-ce qu'il y a des questions Ouais, on a eu Jeanne qui nous demandait si tu avais peut-être d'autres exemples d'onboarding qui ne donnent pas l'impression d'être dans des tutoriels. Tu nous as parlé de Zelda, de Fortnite. Est-ce que tu avais des choses comme ça qui pouvaient aussi s'ajouter pour améliorer? Oui. De plus en plus de jeux vidéo font ça. L'exemple qu'on donne souvent, c'est Mario Bros, hein, le niveau 1-1, qui est vraiment un des plus beaux level design, hein, parce qu'on place Mario et on place le joueur vraiment d'une façon où on va être obligé d'expérimenter certaines choses et ça nous permet d'apprendre le jeu sans avoir eu des textes de tutoriel. Donc Mario, c'est un bon exemple. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Plante versus Zombie à l'époque, c'était un très bon exemple de ça, où on va vraiment apprendre, et il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce jeu-là. Les jeux Supercell sont plutôt bons pour ça. Alors, il y a plus de texte parce que, comme c'est sur mobile, il faut prendre en compte que les joueurs, non seulement on a des ressources intentionnelles limitées en temps normal, mais en plus sur mobile, on peut aussi faire autre chose. On peut être dans le bus, on peut être dans le métro. Donc, on est souvent en situation d'attention divisée. Donc, c'est pour ça que sur téléphone mobile, il y a quand même un peu plus de texte et beaucoup plus où on arrête les joueurs pour s'assurer qu'ils étaient peut-être en train de répondre à quelqu'un qui était là. Donc, ça, il faut le prendre en compte aussi quand on design sur mobile. Mais Supercell sont très bons pour vraiment accompagner les joueurs et apprendre les choses au fur et à mesure. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme exemple? En fait, c'est rare qu'il y ait un jeu qui soit parfait, hein. En général, il y a des très bonnes mécaniques ou de systèmes qui sont expliqués en faisant.
donc au fur et à mesure avec des bons signes et feedback. Mais il y a toujours des choses même dans Fortnite, hein, on priorise en fait. Il y a des choses qu'on va vraiment prendre le soin de faire apprendre tranquillement, mais il y a des choses qui vont passer à la trappe, et donc ça va être des textes tutoriels, même dans Fortnite. Et il y a certains modes qui sont plus durs que d'autres. Battle Royale, typiquement, les modes multijoueurs, c'est compliqué de faire cet apprentissage tranquillement, un élément après l'autre, parce qu'en multijoueur, il faut tout de suite aider les joueurs à survivre, et donc on doit leur apprendre beaucoup de choses en peu de temps, parce que les joueurs n'ont pas envie de rester dans un mode tuto pendant trop longtemps. Donc c'est là où ça devient compliqué dans les jeux multijoueurs. C'est pour ça que souvent les jeux multijoueurs forcent les joueurs, avant de rentrer en multi, à faire un tuto. Et Supercell gère ça très bien. C'est-à-dire que souvent, au début, quand on démarre un jeu comme Brawl Stars, on va jouer contre des bots. Alors après, c'est clairement dit, des fois, il y a des jeux qui font croire que vous jouez vraiment en multijoueur alors que c'est des bots. Moi, je ne suis pas trop pour cette pratique-là, mais bon, ça peut se débattre. Mais Supercell, pour le coup, ils sont clairs, hein, on joue avec des bots. Après, on joue avec des joueurs, on n'a pas tout de suite, on n'a pas accès à certains modes au départ. Donc, c'est comme ça, en forçant les joueurs à rester dans un certain écosystème, ça permet de les aider à être... de ne pas se faire défoncer la tronche tout de suite, mais en tout cas à s'amuser avec d'autres personnes. Donc, plus le jeu est systémique et plus le jeu est large au niveau multijoueur, plus c'est compliqué à faire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on ne peut pas garder les joueurs tout seuls dans une zone où ils jouent tout seuls. Quand on fait un jeu multijoueur, c'est de jouer avec d'autres personnes. Donc voilà, donc c'est des contraintes qui sont rajoutées par rapport en fonction du type de jeu, de la plateforme, qui sont à prendre en compte. C'est un très bon parallèle à faire parce il y a beaucoup de peine sur le web à essayer de donner de l'information aux utilisateurs, et on voit tous les écrans d'onboarding qui succèdent, qu'on a l'habitude de voir, et qu'en fait on passe très très rapidement. Au final, substanter ça à un prémisse d'expérience, comme peut le faire le jeu vidéo, c'est vrai que c'est une vraie piste de solution, et bien sûr ça met un peu plus de temps. On avait une remarque de Nabil, alors peut-être plus une remarque, mais qui revenait sur les loot box, et vraiment merci en tout cas de la manière dont tu as présenté la chose, c'était extrêmement clair, même si le parallèle entre le rat et l'humain, on va le faire, hein, oui. mais on est sur des liens qui existent globalement, qui disait qu'au final la loot box c'était vraiment le penchant exploiter les penchants des joueurs à espérer gagner quelque chose. Et donc cette philosophie derrière de tenir un peu en haleine, en attention. Et on avait du coup une petite discussion dans le chat en même temps sur la différence entre ce qui est manipulation aux dépens versus les nudges, qui au final serait la réelle solution plus éthique. Oui. Alors un exemple de conditionnement qui est de la vie de la vie quotidienne, c'est que si on commence à conduire, on démarre la voiture, et si on n'a pas mis notre ceinture, ça va biper. Ça, c'est du conditionnement, c'est-à-dire quand on entend le bip, et on met notre ceinture de sécurité. C'est exactement Alors là, pour le coup, c'est pas variable, hein, parce qu'on sait qu'une fois qu'on a mis la ceinture de sécurité, le bip énervant s'arrête, donc on est récompensé tout de suite. Mais c'est aussi du conditionnement opérant. Mais ça, c'est dans un but de protéger les gens. Donc ça, on appelle ça un nudge, mais il y aura toujours des gens qui vont râler parce qu'ils ne veulent pas conduire avec la ceinture de sécurité. Donc pour eux, ils trouvent que c'est une privation de leur liberté. On voit les mêmes problèmes avec les masques aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est compliqué de se rappeler de mettre le masque. C'est pour ça qu'il y a des entreprises qui développent des choses, ou quand on oublie, ou quand on veut se toucher le visage et qu'on oublie qu'il faut éviter de se toucher le visage avec le Covid. Mais il y aura toujours des gens, même si on trouve des nudges pour inciter les gens à mettre leur masque pour protéger le plus. Il y a toujours des gens qui vont dire, mais pour moi, ce n'est pas éthiquement correct parce qu'on me force à faire quelque chose et ça prive ma liberté. Donc, des situations qui ont l'air évidentes. Ça, je vais vous donner un autre exemple de la différence entre l'Allemagne et la France. Je vois que mon Internet est instable. Ça va, vous m'entendez encore ? Ok. En France, par exemple, on est en opt-out. C'est-à-dire qu'on doit faire quelque chose pour ne pas donner nos organes quand on meurt. C'est-à-dire qu'on doit remplir un papier et s'inscrire sur une liste si on ne veut pas donner nos organes. Alors qu'en Allemagne, ils sont dans un cas de opt-in, c'est-à-dire qu'on doit faire quelque chose, remplir un papier pour j'autorise donner mes organes en cas de décès.
on sait que quand on est en opt-out, ça incite plus les gens à le faire. Parce que on a tendance si on a l'option de ne rien faire, on prend plutôt cette option-là plutôt que de faire quelque chose. C'est pour ça que beaucoup de gens ont une sonnerie de défaut sur leur téléphone portable, parce qu'on a une tendance à laisser les choses telles qu'elles sont. Donc on sait que si c'est pour ça que parfois quand vous achetez quelque chose et vous remplissez vos informations, il y a des gens qui utilisent ça, ils vous demandent de cocher si vous ne voulez pas recevoir la newsletter, parce qu'on sait qu'on a plus de chances de ne rien faire, et donc on a plus de chances de souscrire à la newsletter que si on nous demande de cocher pour la recevoir. Mais dans le cas des dons d'organes, on sait que ça augmente quand même, ça peut aller jusqu'à plus 80% de gens qui acceptent de donner leurs organes, donc ça peut sauver des vies quand même. Mais en Allemagne, ils ne sont pas du tout d'accord avec ça, parce qu'après être passé par le nazisme, ils sont beaucoup plus réfractaires à ce que le gouvernement fasse ce genre de prix qu'ils ne trouvent pas éthique. C'est-à-dire que d'un point de vue déontologique, si on regarde la déontologie, c'est sûr que c'est moins éthique de demander aux gens de faire quelque chose pour se désengager, plutôt que leur demander de faire quelque chose pour s'engager. Donc le opt-in versus le opt-out. Mais d'un point de vue conséquentialiste, c'est-à-dire qu'en France, on est plutôt dans un point de vue conséquentialiste en général, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est la conséquence. Et c'est pour ça qu'on utilise des nudges. Les nudges sont éthiques, surtout si on est dans une philosophie conséquentialiste. C'est-à-dire que oui, on va influencer les gens à faire certaines choses, mais c'est pour le bien du plus grand nombre. Mais c'est là où c'est important d'être dans une société transparente, où on n'a pas l'impression qu'il y a des magouilles, etc. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus... là, ça y est, je parle de questions de société, mais ça touche les questions de société. À partir du moment où il n'y a plus de confiance avec le système, c'est là où on peut rejeter des choses qui, à la base, sont faites pour nous aider le plus grand nombre. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi je suis arrivée là, mais ça touche tout ce genre... C'est pour ça que ces réflexions sont hyper intéressantes, aussi d'un point de vue société. Et c'est pour ça que je pense que l'approche UX a énormément de choses à apporter et à apprendre aussi. Beaucoup de domaines. Ce qui se passe dans nos sociétés et comment, ensemble, on peut arriver à régler des problèmes importants comme les sanitaires, la pandémie, mais aussi comment régler le réchauffement climatique. On est obligé d'être tous ensemble à régler ces problèmes-là. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir des contraintes, des choses qu'on n'a pas envie de faire et on va devoir faire pour s'en sortir. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ta réponse. N'hésitez pas à continuer à poser des questions, on y reviendra. J'avais une petite remarque et je voulais savoir un petit peu ta perception par rapport à ça. Vu que tu fais de l'UX, on avait échangé ensemble, tu ne te vois pas comme UX designer, mais plutôt UX stratégiste dans ta posture. Je ne suis pas designer, c'est juste pour être clair. Et c'est une distinction qui, actuellement, en France, le mot design, enfin, on a vraiment cette scission entre UX et UI, et vraiment le design est, en tant que tel, d'une manière commune, est plus porté par l'UI, et l'UX design, vraiment, est une autre facette. Et c'est intéressant parce que tu as parlé au tout début en disant le jeu vidéo, c'est une forme d'art. À un moment, tu nous as parlé, quand tu parlais des différentes évolutions par rapport aux pièges que les artistes avaient effectué des modifications, même par rapport au weakness point, que les artistes avaient fait des modifications. Et donc, je voulais savoir un petit peu comment toi, tu te positionnes dans ta pratique en tant que UX dans une compagnie qui a du coup la liberté de te proposer énormément de tests, la possibilité d'avoir un retour des utilisateurs, donc qui est très propre par rapport à l'UX design en général, enfin à l'UX en général. Et à côté de ça, il y a quand même la variante, on travaille sur une œuvre d'art, et en fait, quelle est cette subtile variation que tu as peut-être dans ton quotidien? Alors, naturellement, tu es dans ton quotidien de UX designer dans le jeu vidéo et pas forcément dans tous les autres domaines. Mais est-ce que tu as perçu une variante de travailler avec des artistes, au final, et comment tu pourrais symboliser en fait cette différence de travail? Parce que on voit vraiment que tu as une liberté de plonger dans des concepts de psychologie cognitive, de psychologie sociale, de faire des tests. Et en fait, derrière, on perd un peu qu'on travaille sur une œuvre d'art. Oui. Et est-ce que tu perçois quelque chose? Ouais. Oui, absolument. Et parfois, voilà, les ténus, quand je reviens changer la couleur de ça, peut-être que ça aiderait les gens à comprendre. Des artistes
disant, mais c'est pas à toi de me dire quelle doit être ma direction artistique sur ce jeu. Alors, je peux comprendre cette résistance, mais encore une fois, déjà, il y a deux choses. Il y a le côté artistique qui peut être exprimé quand même dans beaucoup de choses dans le jeu vidéo, et pas juste dans les icônes. Et quand la décision artistique va à l'encontre de l'utilisabilité, moi, je trouve que c'est quand même un problème. Encore une fois, moi, je trouve que c'est pas un problème de faire un jeu sur les couleurs et donc d'exprimer sa direction artistique en faisant un jeu sur les couleurs, mais il faut quand même prendre en compte que ça va exclure certaines personnes, par définition. Et donc, on peut se dire, soit on va changer le design pour inclure ces personnes-là, soit on va en tout cas avoir un mode pour... c'est la flexibilité. Mais c'est moins élégant, je trouve, d'un point de vue expérience utilisateur, que d'inclure tout le monde déjà dans le design. Il y a ça, il faut quand même comprendre. Au moment où tu disais, tu parlais d'un mode d'accessibilité, c'est ça? Qui permet de... C'est ça, juste... Ah, ça a frisé, pardon. Ouais, alors du coup, je sais plus ce que... Oui, c'est-à-dire que nos décisions artistiques... Ouais, c'est ça. Donc, nos décisions artistiques vont exclure certaines personnes. On va le prendre en compte. C'est-à-dire que si ça a un intérêt d'un point de vue artistique, ok, pourquoi pas. De toute façon, l'art n'inclut jamais tout le monde. Mais parfois, ces décisions sont arbitraires et n'apportent pas forcément grand-chose à ce qu'on essaye d'exprimer artistiquement. Donc, déjà, il faut distinguer où est-ce qu'on veut s'exprimer artistiquement. Et le deuxième élément, c'est encore une fois, le jeu vidéo, c'est une forme d'art interactive. Et c'est horrible pour les artistes de voir que les joueurs ne vont pas jusqu'au bout de l'expérience, par exemple, et ne vont pas avoir quelque chose qu'ils ont vraiment mis tout leur cœur pour montrer, parce qu'en général, il y a un parcours aussi. On essaie de faire amener le joueur à certains endroits. Si les joueurs sont bloqués parce qu'ils n'ont pas compris comment se soigner et qu'ils meurent tout le temps, jamais ils vont ressentir les émotions que les artistes ont cherché à exprimer. Donc c'est pour ça que c'est important, je pense, de prioriser. Qu'est-ce qu'on essaye d'exprimer? Où est-ce que vraiment on veut s'exprimer artistiquement? Si c'est là qu'on veut s'exprimer artistiquement et qu'on exclut forcément des gens dans cette expression artistique, je ne pense pas que ce soit un problème, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on va exclure des gens. Mais par contre, si on exclut des gens parce que juste un petit élément dans le jeu, c'est pas là où on va mettre le challenge ni l'émotion qu'on veut faire ressentir, là, pour le coup, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut sacrifier. Si on sacrifie... Les positions artistiques vont parfois sacrifier l'utilisabilité. Quand c'est un point pour ce qu'on cherche à exprimer, on peut débattre. Quand c'est plutôt arbitraire, c'est là où je pense qu'il faut plutôt prendre le côté UX et plutôt réfléchir à retirer ce point de friction-là afin qu'on puisse vraiment exprimer ce qu'on cherche à exprimer. J'espère que c'est à peu près clair. Je me suis un petit peu embrouillée parce que j'ai perdu le fil avec le freeze. Pas de souci. Oui, non, c'est très clair. Vas-y, Quentin. Oui, c'est très clair. Et il y avait du coup Asni tout à l'heure qui posait la question justement de... du coup, là, tu parlais de comment défendre ça d'un point de vue artistique, quand il y a des personnes qui ont justement peut-être des visual designers qui vont être plutôt sur cette partie artistique. Et lui, il voulait te poser la question sur comment on défend ce point de vue face à un client, un employeur et aussi du coup sur la partie dark pattern. C'est pas toujours évident parce que parfois, il y a deux cas de figure. Soit les clients ou les designers n'ont pas pris la mesure de ce qu'ils faisaient. Donc c'est le cas souvent. Moi, je vois souvent des équipes où quand je leur explique, voilà, c'est ça, les lootbox, c'est ça que ça fait, et surtout sur une population jeune. Et là, on se dit, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, dans les RPG, on utilise ça beaucoup, et ça a un impact sur le gameplay. On fait des stats et il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien justement améliorer leurs chances et on va acheter cet élément pour améliorer nos stats. Donc, pour beaucoup de designers, c'est ancré dans ce qu'ils aiment faire et donc encore une fois, c'est pas un problème de l'utiliser, ça devient plus un problème quand on l'utilise pour monétiser. Et il y en a beaucoup qui, quand je leur change de perspective, je leur explique voilà ce qui se passe,
qu'on influence quand même les gens à faire des choses, mais là, plus pour l'éducation et l'utilisation, c'est là où je suis quand même beaucoup de gens qui sont là et quelque part, ils ont envie de se défendre parce qu'on n'a pas envie de faire ça, en fait. Donc ça, c'est le cas de figure le plus général, surtout quand je discute avec les designers. Après, on a le cas de figure où, clairement, les gens, alors que ce soit des designers ou des gens plus haut placés, malheureusement, on s'en foutent. Ça fait plus d'argent et notre société est une société plutôt, l'économie est plutôt capitaliste, hein, de façon générale. Il y a quand même plus d'importance posée à faire de l'argent et en faire plus tous les ans pour les actionnaires, plutôt que d'avoir des positions éthiques, malheureusement. Donc là, on est un peu coincé parce que il y a des gens qui nous répondent oui, mais je m'en fous, cette option-là, elle est peut-être plus éthique, mais ça rapporte moins d'argent. Donc, et là, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut répondre, c'est que, alors oui, d'un point de vue court terme, peut-être que vous allez faire plus d'argent, mais les gens, quand ils vont s'en apercevoir que vous êtes en train de les manipuler, ça va casser la confiance. Et il y a quand même de grandes chances que dans 1 an, 2 ans, vous perdez de l'argent parce que si on veut construire une clientèle, la confiance, c'est très important. Et donc, l'approche UX, ça va vraiment être centrale là-dedans. Et c'est pour ça que c'est important de parler de ce genre de choses pour qu'il y ait une pression qui vient de l'extérieur, que les gens comprennent. Alors là, c'est compliqué avec le jeu vidéo parce que là, maintenant, ça devient… la pression, elle passe dans tous les sens et là, ça ne sert plus à rien parce que de toute façon, on ne peut plus discuter plutôt que de dire voilà, ça c'est un problème qu'il faudrait résoudre. C'est pour ça que c'est important d'en parler pour qu'il y ait une pression de l'opinion publique et que les gens ne tombent plus dans le panneau et ils disent ça, c'est pas OK de faire ça. Et si vous continuez à faire ça, j'arrêterai de jouer à votre jeu et je vais en parler autour de moi. Voilà, c'est plus sur les questions de long terme et de confiance et c'est pour ça que c'est important d'en parler dans le public pour qu'il y ait une plus grande connaissance de ces sujets et de façon précise et pas juste… c'est pas la mécanique de lootbox en elle-même qui est un problème, c'est le lootbox lié à la modification que je trouve qu'il y a un problème. Après, je peux me tromper, mais on peut avoir ce débat, mais c'est ce genre de débat qu'il faut avoir. Et puis ne serait-ce que la façon de faire qui consiste à alerter les équipes, déjà, c'est déjà une très grande étape, j'imagine, dans le design éthique, qui est, voilà, vous faites des choix, il y a des patterns qui sont peut-être dark, grey ou white, admettons, mais en tout cas, faites-le en conscience, et à partir du moment où c'est déjà fait en conscience, après, on peut poser les choses à plat. C'est ça. Puis on voit que le débat, des fois, s'élève au niveau européen par rapport à ces sujets-là, et c'est important d'avoir une parole croisée d'experts aussi pour mettre des limites, et puis potentiellement essayer de réguler un média, enfin, un courant artistique comme le jeu vidéo qui, au final, va toucher des millions de personnes et des très jeunes. C'est vrai que c'est une vraie question. Et d'ailleurs, peut-être juste pour terminer, tu pourrais peut-être nous en dire un petit peu plus sur l'assaut que tu nous as montré, Ethical Games, ce que vous faites un petit peu là-bas. Ce n'est pas une asso, c'est juste une initiative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure liée à ça pour l'instant. C'est vraiment plus… donc c'était avec plusieurs personnes du jeu vidéo, notamment avec 3 autres personnes avec qui j'ai lancé ce débat-là à la GDC et à Games for Change, où on a essayé de poser un brouillon sur qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir un code déontologique, un code éthique, une charte éthique dans le jeu vidéo, et en fonction de 2 perspectives. La première perspective, ce serait par rapport aux travailleurs et travailleuses, parce qu'il y a quand même des problèmes éthiques dans le fait que le jeu vidéo est une industrie pas du tout diversifiée, pas du tout inclusive. Ça, c'est un problème à régler, qui est assez gros. Et il y a aussi des pratiques de crunch, par exemple, qui sont aussi pas éthiques. On a pu en voir beaucoup. Donc, c'est le côté des… On a pu parler récemment. Malheureusement, il y a énormément de… Ouais. Et ça cause des problèmes de santé mentale énormes, hein. Surtout depuis que les jeux vidéo sont devenus Games as a Service, ce qui fait qu'il faut tout le temps produire des choses. C'est que les équipes, non seulement elles sont en heures supplémentaires un peu avant le launch du jeu, un peu avant la sortie, mais tout du long après, parce qu'il faut toujours être là, il faut toujours donner du contenu nouveau, il faut toujours régler des problèmes, donc ça ne s'arrête plus jamais. Donc c'est encore pire aujourd'hui que ça n'était avant, j'ai envie de dire. Déjà avant, c'était pas mal, c'est-à-dire qu'un mois ou 2 mois avant la sortie, tout le monde est en heures supplémentaires et travaille les soirs, les week-ends, etc.
c'est une pratique très courante dans le jeu vidéo, qui est très difficile à bouger. Et voilà, il y a plusieurs jeux qui sont sortis récemment, hein, qui ont été pointés du doigt à cause de ce genre de problème. Et bien souvent, en plus, quand on est dans une pratique de crunch, le jeu, quand il sort, ça a été le problème avec Cyberpunk, hein, il a vraiment beaucoup de bugs. Parce qu'il faut le sortir à un certain moment. Alors, je comprends, hein, il faut rentrer dans nos frais à un certain moment, mais il faut aussi planifier, il faut comprendre. Les gens ont tendance à vouloir rajouter plein de features pour que le jeu soit intéressant, mais ils ne comprennent pas que ça prend du temps, hein, de développer toutes ces features. Et donc, s'ils donnent plein de trucs à rajouter dans le jeu et puis une date assez fixe, qu'ils n'ont pas réfléchi que ça allait prendre beaucoup plus de temps, bah, c'est sur les équipes que ça retombe. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le côté pour les joueurs, de réfléchir, donc justement, toutes ces questions éthiques dont on a parlé, donc les questions d'inclusion, d'accessibilité, des questions de dark pattern, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue design, et d'essayer d'un peu d'explorer tous ces éléments-là. Alors, pour l'instant, c'est plus un forum d'échange, hein. Alors malheureusement, avec la pandémie, c'est compliqué d'avancer, mais ce qu'on voulait faire, c'est au départ travailler avec des chercheurs académiques pour nous aider à poser les bases scientifiques. Comme je vous ai dit, les lootbox, ce qui est important, c'est de comprendre d'un point de vue psychologique comment ça fonctionne, afin de définir dans quelles conditions c'est un problème éthique. C'est c'est seulement si on arrive à comprendre le côté scientifique et psychologique et sociologique des éléments de design que l'on met en œuvre qu'on va pouvoir les améliorer d'un point de vue éthique. Donc, c'est là où j'aimerais commencer, vraiment à faire une revue de la littérature pour voir où sont les problèmes et pourquoi c'est un problème, afin de, après, avec les designers et globalement l'industrie du jeu vidéo, essayer de définir cette charte éthique et qu'après, bah, les studios la signent et que ça devienne une façon de mieux prendre en compte les problèmes, comme ça a été le cas quand l'industrie du jeu vidéo s'est dit non, bah, on va avoir un système donc en Amérique du Nord ESRB et en Europe PEGI pour s'assurer qu'on va pas que les enfants ont un moyen de savoir quels sont les jeux afin de faire en sorte que leurs enfants ne soient pas confrontés à un contenu qui d'après ne serait pas adapté pour leur enfant. Voilà, c'est ça le but, mais pour l'instant c'est assez compliqué à mettre en œuvre à cause de la situation sanitaire, parce que les chercheurs en ce moment sont souvent enseignants en même temps, donc c'est assez compliqué pour eux de gérer tout ça. Donc j'avais espoir que ça avance un peu cette année, mais bon, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, il y a un site internet, vous pouvez remplir un formulaire si vous voulez aider, il y a un Twitter, mais juste garder en tête que c'est que des volontaires qui travaillent là-dessus, donc ça risque de prendre un peu de temps pour... Ok, bah, merci beaucoup en tout cas pour ces explications et félicitations pour l'initiative. J'espère qu'elle va prendre, et en tout cas côté joueurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent et j'espère que l'industrie suivra. On va devoir s'arrêter là. On va les écoles aussi. Oui, les écoles aussi, c'est vrai, clairement. Clairement, c'est important. On a cette réflexion-là. Je pense que c'est important. Toute école d'art et notamment de jeux vidéo doivent maintenant parler de ces questions éthiques pour que les jeunes qui arrivent qui soient vraiment une fondation stable sur laquelle on puisse construire, parce que c'est vraiment très important. Ouais. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est vrai qu'il y a des sujets qui se croisent qui sont très intéressants. Et en tout cas, merci beaucoup de ta présence. On va laisser la parole à Noémie pour que le workshop, pour pas que ça recommence à partir trop tard. Et en tout cas, même s'il y a eu Je suis vraiment désolée. Il n'y a eu pas de souci, ça s'est très bien passé. On a réussi à bien comprendre. Et puis, on se reverra sûrement très bientôt. Merci beaucoup, Célia. Merci à vous.